On va commencer tout de suite. Donc, bonjour Virginie Couder, vous êtes vice-présidente de la MAP des Jardins de Cérès et vous allez ouvrir cette conférence. Voilà, merci, bonsoir, merci. Donc, au nom de la MAP des Jardins de Cérès, je tiens à vous remercier tous d'être présents ce soir. Ça nous fait très chaud au cœur. Merci à tous. Je voudrais particulièrement remercier Nathalie, Jean-Marc et Juliette qui ont très gentiment accepté notre invitation pour intervenir et animer ce débat. Un grand merci également à tous ceux qui ont œuvré à l'organisation, notamment, vous les repérez parce qu'ils ont des masques jaunes. Et enfin, merci à nos partenaires, l'Atelier d'écologie politique francilien écopolien, le CCFD Terre Solidaire et la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay. La MAP, et donc la MAP, c'est l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, pour ceux qui ne savent pas. La MAP des Jardins de Cérès est engagée depuis 20 ans sur les circuits courts et l'agriculture du plateau. Sa démarche intègre toute forme d'action possible pour éclairer les habitants du plateau et des vallées sur le sujet de l'agriculture. Communication, débats, recours juridiques, marches, manifestations, etc. La MAP se positionne résolument pour la défense des terres très fertiles de ce plateau, le développement d'un autre modèle d'agriculture et la lutte contre l'artificialisation des sols. Le plateau de Saclay est une chance, avec son environnement riche et diversifié, tant du point de vue des paysages naturels que de sa population. C'est un extraordinaire champ d'expérimentation pour construire un territoire pilote aux confluences de la ville et de la campagne. C'est l'objet de notre présence à tous aujourd'hui, scientifiques, agriculteurs et élus citoyens, nous informer et réfléchir ensemble aux défis climatiques et de la biodiversité qui sont déjà à l'œuvre sur notre territoire, prendre conscience des actions et initiatives en cours et réfléchir à la suite. Voilà, je laisse la parole à Juliette Nouel, qui est journaliste et qui va animer le débat. Et je vous souhaite à tous un bon moment et une bonne réflexion collective pour envisager un futur désirable sur le plateau. Et je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, moi, je vais tout simplement vous donner le programme de cette conférence et commencer par vous présenter les deux intervenants qui sont à côté de moi. Donc, à ma gauche, Nathalie, vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS. Vous dirigez le Centre des politiques de la Terre que vous avez fondé. Vous êtes spécialiste des mobilisations environnementales et de l'Anthropocène. Et vos thèmes de recherche concernent également la nature en ville et l'esthétique environnementale. Nathalie, est-ce qu'il faut dire en plus quelque chose d'autre? C'est très bien pour commencer. Okay. Je changerai de la suite. Jean-Marc Jancovici, vous êtes le fondateur du Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Vous êtes aussi cofondateur et associé de Carbone 4, une société qui fournit des conseils au monde économique, et vous êtes professeur Mines ParisTech et membre depuis 2018 du Haut Conseil pour le climat. Alors, je vais vous donner un petit peu le programme, comme je l'ai dit. Donc, dans un premier temps, Nathalie et Jean-Marc vont nous faire des présentations d'environ 10 minutes chacune. Et puis, nous aurons également une présentation de Fabienne Merola, qui est dans la salle. Donc, Fabienne, je vais vous demander juste de vous lever peut-être deux secondes. Donc, Fabienne, vous étiez chercheuse en chimie physique et vous êtes engagée depuis 5 ans sur la protection des terres agricoles du plateau de Saclay, en particulier au sein du collectif Urgence Saclay. Vous connaissez donc très bien ce territoire et vous allez nous présenter les spécificités du plateau de Saclay. Vous êtes actuellement occupante du campement de Saclay. Voilà, donc une fois qu'on aura eu ces 3 présentations, ça va être place au débat. Et là, une très bonne nouvelle, parce que c'est rarement le cas, mais la plus grande partie de cette conférence va être consacrée à ce débat qui va durer environ 1h15. Et vous aurez tout le loisir, et c'est une opportunité extraordinaire de poser des questions à évidemment nos intervenants, mais aussi des élus et des scientifiques qui sont dans la salle et qui répondront à vos questions. Voilà. Ben, Nathalie Blanc, si vous voulez bien commencer. Ah, c'est Jean-Marc qui commence. C'est très bien que vous commenciez d'abord. C'est moi ? Oui, très bien. Allez-y. Alors,
Hop. Assis ou debout? Ah ben, Oh, debout. comme Allez. vous voulez. Ouais, debout, allez. Bon, je vais faire un truc que je ne fais jamais, c'est parler sans slide, donc j'espère que vous allez être indulgents avec ce que je vais pouvoir vous raconter là. Dans les 10 minutes qui me sont allouées, je voudrais simplement un peu planter le cadre, planter le décor, dans lequel il me semble que le débat sur l'avenir de ce plateau doit être conduit. Alors, ce décor, il commence avec un élément qu'on a, sans vouloir faire de pub, un élément historique, j'ai envie de dire, qu'on a tenté de décrire dans une BD à la couverture jaune qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et qui est en quoi, quand on regarde l'évolution séculaire des sociétés humaines, il y a un élément qui a transcendé tous les autres dans la façon dont on s'est organisé, qui est l'accès à l'abondance énergétique, c'est-à-dire l'accès au travail des machines de façon importante. Et l'accès à ce travail des machines de façon importante, à vider les campagnes, remplir puis vider les usines, enfin maintenant il y a des machines dans les usines, mais moins de gens, et concentrer toute la population dans des aires urbaines qui se sont elles-mêmes étalées au profit d'autres machines, les voitures, qui ont permis de conserver à ces aires urbaines leur vocation initiale, c'est-à-dire une vocation d'échange, dans un tissu physique qui était plus lâche que le centre-ville parisien ou le centre-ville de n'importe quel village ancien. Donc quand vous regardez cette évolution, en fait, elle s'applique à tous les pays qui se sont mis à avoir de l'énergie de façon importante. Et quand vous regardez ce qui se passe en Chine, par exemple, depuis quelques décennies, c'est exactement la même chose. Les campagnes, en proportion évidemment, la population agricole diminue, la population rurale diminue, la population urbaine augmente, les ouvriers puis les emplois tertiaires augmentent. Et le plateau de Saclay, il est l'aboutissement de cette évolution, c'est-à-dire un bassin tertiaire. Il y a un peu d'industrie ici, mais il y a surtout il y a très très peu d'agriculteurs en proportion de la population qui réside ou qui travaille ici. Il y a quelques ouvriers et quelques emplois industriels, pas beaucoup, et il y a essentiellement des emplois tertiaires. Et cet édifice-là, il est fragile, parce que dans un monde dans lequel 80% de l'approvisionnement énergétique est fossile, et c'est vrai même en France si vous regardez ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie qui alimente les machines, parce que les machines en France sont essentiellement fossiles, tous les moyens de transport par exemple, toutes les chaudières de maison, enfin gaz et fioul, toutes les chaudières industrielles, donc vous avez beaucoup d'énergie fossile dans ce pays. Et si vous raisonnez en empreinte carbone, c'est-à-dire en regardant ce qui est fabriqué à l'étranger et qu'on importe, à commencer par tous les masques que vous avez sur le nez, eh bien, voilà, vous n'aviez qu'à causer, vous ne l'auriez pas eu. Non. Eh bien, vous vous rendez compte que notre dépendance aux énergies fossiles est encore plus forte que quand vous regardez juste l'énergie qu'on utilise dans notre pays, c'est-à-dire les machines qu'on utilise dans notre pays. Alors cet édifice, quand je le dis, il est fragile. Il est fragile parce que les combustibles fossiles ont deux inconvénients, enfin deux limites plus exactement. La première, c'est qu'ils enrichissent l'atmosphère en CO2 et ça contribue à engendrer une dérive climatique qui va probablement devenir beaucoup plus ample que ce qu'il faudrait pour qu'on puisse la gérer dans de bonnes conditions. Et le deuxième inconvénient qu'ils ont, c'est qu'ils sont épuisables, puisque en gros, on les utilise 1 million de fois plus vite qu'ils ne se sont formés. Il y a une expression de Yann Arthus Bertrand que j'aime beaucoup pour les combustibles fossiles, il appelle ça des poches de soleil. Et c'est très exactement ça, c'est de la photosynthèse des temps anciens qui a été lentement concentrée, purifiée par la géothermie et la tectonique des plaques, enfin dans l'autre sens plutôt, et qui nous permet aujourd'hui d'être passé à une civilisation de la puissance et de nous être extrait du flux solaire. Il faut bien voir que pendant toute l'histoire des hommes et des femmes, de l'apparition de notre espèce jusqu'à il y a 2 siècles, nous avons vécu avec le flux solaire et ses dérivés, le vent, l'eau, etc. Et puis depuis 2 siècles, on s'est extrait du flux solaire et on a construit un organisme dissipatif extrêmement puissant qui s'appelle la société moderne, qui ne pourra pas, en tout cas c'est ma conviction, survivre en revenant au flux solaire. Donc le retour aux énergies renouvelables interdit totalement de garder quoi que ce soit qui ressemble à un embryon de civilisation industrielle pour 8 milliards d'individus. Ça ne flotte pas. Enfin, en tout cas, c'est ma conclusion. Donc, dans l'évolution qui est... Vous savez que quand on urbanise une zone, une ville, c'est des siècles, c'est des milliers d'années. Un bâtiment, c'est 1 siècle ou plusieurs siècles. Et donc, des infrastructures de transport, c'est 1 siècle ou plusieurs siècles. Donc, quand on urbanise une zone, il faut être sûr que cette zone va pouvoir continuer à opérer et avoir une pertinence dans le monde de demain, pas juste pour 20 ans, le temps de monter dans le classement de Shanghai. Il faut réfléchir un peu plus loin et se demander si cette zone elle a une pertinence à l'échelle séculaire, voire à l'échelle millénaire. Et clairement, ce qu'on a fait sur le plateau de Saclay, la réponse est non. On pourrait y revenir après, mais la réponse est non. Aujourd'hui, l'Île-de-France produit 6% de ce qu'elle mange,
Et même si on devenait tous végétariens, on ne serait toujours pas autosuffisant. L'Île-de-France ne produit rien de ce qu'elle utilise pour s'habiller, pour se déplacer. Alors vous allez me dire, si, il y a encore des usines automobiles dans l'ouest de l'Île-de-France. Ouais, d'accord, mais l'acier, il ne vient pas de France. Le plastique qui permet de faire les automobiles, il ne vient pas de France. C'est du pétrole, il n'y a pas de pétrole en France, etc. Donc quand vous regardez les activités, de quoi a besoin l'Île-de-France aujourd'hui pour vivre, l'Île-de-France a besoin de tout un tas de flux physiques et de denrées qui se trouvent à l'extérieur de l'Île-de-France. Et plus on fait grossir l'Île-de-France, plus cette dépendance augmente, alors même que cette dépendance ne peut flotter, ne peut survivre qu'avec de l'énergie abondante. Voilà, donc le premier élément pour le plateau de Saclay, il est là. Et effectivement, il y a un vrai sujet d'avoir urbanisé un prolongement de la Beauce avec des terres extrêmement fertiles. Vous savez que les terres ici sont extrêmement fertiles, pour, je le redis, monter dans le classement de Shanghai. Je ne suis pas sûr que la pertinence, et pour faire un effet cafétéria géant, je ne suis pas sûr que ça va très bien marcher. Le Chiffre Project a initié il y a maintenant un peu plus d'1 an un travail qui s'appelle Stratégie de résilience des territoires. Donc, comme on a des transfuges de la fonction publique, on adore les acronymes chez nous, donc ça s'appelle SRT. Non, je plaisante. La fonction publique aime bien les acronymes, plus que le secteur privé, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça s'appelle SRT. Et alors, c'est quoi le fondement de ce travail? C'est de donner aux élus la possibilité de commencer à rentrer dans le cheminement intellectuel qui est qu'est-ce que je peux faire de mon territoire dans un monde qui va être plus secoué et où j'aurai moins de moyens. Parce que c'est à peu près ça qui va nous arriver avec la tenaille, énergie d'un côté et climat, biodiversité, érosion des sols, baisse de ressources, etc. de l'autre. Donc en gros, l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'affronter n'importe quelle adversité en sortant victorieux, contre le chaud, contre le froid, contre la distance, contre le manque de nourriture, contre toutes les adversités. Voilà, on vainc progressivement toutes les adversités grâce à l'énergie abondante. Ce qui veut dire qu'avec la décrue énergétique qui est écrite pour les fossiles et que les énergies bas carbone ne compenseront pas en totalité, ça veut dire que l'adversité va se remettre à augmenter. C'est ça que ça veut dire. Et donc on va avoir l'adversité qui va se mettre à augmenter et la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de contexte, comment est-ce qu'on devient plus résilient, d'où le nom, stratégie de résilience des territoires, et par où on commence. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous exposer les conclusions, par contre, je vais quand même vous donner la première, il y en a une conclusion qu'on a mis en tête. Voilà. Les élus locaux devraient consacrer 1% de leur budget, à la montée en connaissances et en compétences d'eux-mêmes et de leurs équipes. Voilà, c'est la première recommandation, c'est une recommandation de formation, parce qu'il est juste totalement inenvisageable d'essayer de s'attaquer à un problème qu'on n'est pas capable de décrire. Si vous allez voir, j'en sais rien, moi, votre garagiste, en lui disant « j'ai la fièvre », il a été formé pour être garagiste, il n'a pas été formé pour être médecin, et la probabilité qu'il trouve très exactement ce que vous avez est quand même assez faible. Bon. Là, c'est exactement pareil. L'élu local, si on lui dit juste « j'ai mal à la planète », ça ne lui donne pas la queue d'une pour avancer. Donc, il est absolument indispensable qu'il y ait un gros effort de formation, et c'est un effort urgent, parce que dans les objectifs que nous nous sommes donnés et les vitesses auxquelles évoluent les contraintes, je vais vous en donner juste une. L'objectif, vous le connaissez, c'est la neutralité carbone en 2050. Je peux autant vous dire que pour le moment, on n'est vraiment pas parti pour y aller. La contrainte, je peux vous en donner une, par exemple, c'est sur le pétrole. Le pétrole reste la première énergie consommée dans l'OCDE et reste la première énergie consommée, j'ai dans 30 secondes, Juliette, reste la première énergie consommée en Europe. Vous ne le savez peut-être pas, mais les 16 premiers fournisseurs de l'Europe en pétrole devraient voir leur production divisée par 2 d'ici à 2050. Et comme ils vont s'en garder l'essentiel pour eux-mêmes à mesure que leur production baissera, ça veut dire que la capacité d'importation de l'Europe, qui importe maintenant la totalité de ce qu'elle utilise, si je me limite à l'Union européenne, parce que les 2 seuls producteurs qui restent en Europe, c'est la Grande-Bretagne et la Norvège qui n'en font plus partie, eh bien, ça veut dire que ce qui rentrera en Europe devrait être divisé par 3 à 4. Voilà. Climat ou pas climat. Climat ou pas climat. Donc voilà, on a 4 fois moins de camions en France. Comment on fait pour nourrir les villes? On a 4 fois moins de camions en France. Comment on fait pour amener les vêtements? On a 4 fois moins de camions en France. Comment on fait pour faire vivre les industries? On a 4 fois moins de camions en France. Comment on fait pour transporter les dispositifs médicaux, etc., etc. Donc vous voyez, voilà un exemple parmi d'autres. On en discutera après. Mais voilà un exemple parmi d'autres. C'est comment est-ce qu'on devient résilient face à la baisse du nombre de camions. Bon, aujourd'hui, question, pas un élu qui réfléchit à ça. Même Noël Mamère qui vantait la desserte en camion de la zone d'activité de Bègle. Bon, c'était sur son site internet, c'était marrant.
Voilà, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est totalement en dehors des esprits, et donc avec ce travail, on essaye de le remettre dans les esprits. Donc on sait qu'on est parti sur un chemin de croix qui est un peu long, parce que c'est très déstabilisant, hein, ce genre d'entrée en matière, mais on pense que c'est vraiment très indispensable. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Donc Nathalie Blanc, si vous voulez bien. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette conférence. C'est vrai que je ne suis pas du tout une spécialiste du plateau de Saclay, ni de loin ni de près d'ailleurs, mais je travaille depuis très longtemps sur la question de la manière dont les territoires abordent ces questions de transition socio-environnementale. Alors ma manière de l'aborder, et je veux bien la première diapo s'il vous plaît, c'est d'essayer de voir quelles sont les inégalités et comment ces inégalités sociales et environnementales sur les territoires sont prises en compte à la fois par les élus et les acteurs publics, mais également comment elles entrent dans le calcul des mobilisations environnementales de telle façon à modifier la donne localement et même à l'échelle de plus grands territoires. Alors pourquoi cette question? C'est parce que je pense, pour avoir participé à la Convention citoyenne climat et à d'autres conventions citoyennes, à vrai dire, que cette question des inégalités socio-environnementales va être au cœur, à mon sens, de la manière dont on va pouvoir faire cette transition dans les territoires. Alors bien évidemment, cette question des inégalités, on ne voit pas très bien ce qui est un poster, à vrai dire. Cette question des inégalités, elle est à la fois entre les nord et les sud, on en a beaucoup entendu parler, mais elle est à l'intérieur des territoires métropolitains ou même nationaux de manière plus générale. Donc on essaye de bâtir avec nos collègues de Sciences Po une façon de lire ces inégalités sur les territoires. Et à partir de cette lecture des inégalités, on va essayer d'aller à la rencontre des mobilisations et des acteurs locaux, des acteurs, des maires, des élus locaux, et de voir de quelle manière ils traitent de ces inégalités dans leur plan de transition sociale et écologique. Donc là, il y a 4 communes qui ont été abordées. Je pense à Aubervilliers, qui est une des communes les plus pauvres de France, Ivry-sur-Seine, Clamart, et puis le 18e arrondissement parisien, mais on avait travaillé sur d'autres communes comme Sucy-en-Brie, par exemple, plus lointainement. Et ce qui apparaît dans ces communes, c'est que les mobilisations environnementales sont en train de prendre en charge cet effort de solidarité face à la pression de la transition sociale et écologique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de voir et ça va faire écho à ce qui se passe sur le plateau de Saclay. Par exemple, si on prend Ivry-sur-Seine, la ville d'Ivry a récemment mis en place une convention climat à l'échelle de son territoire, de telle façon d'aller à la rencontre des mobilisations locales et de dessiner une trajectoire de transition qui soit une trajectoire de transition citoyenne, pour le coup. Donc avec de nombreux ateliers, à la différence de la Convention nationale climat, là où les citoyens étaient tirés au sort, là il s'agit de volontaires qui se sont mobilisés autour d'un certain nombre de thématiques de telle façon à aborder ces enjeux. Ce qu'il en est ressorti, qui me semble tout à fait important, alors là j'ai listé un certain nombre de thématiques, c'est notamment cette importance de l'alimentation et d'une alimentation solidaire. À la rencontre donc des citoyens sur ces questions d'alimentation, il s'est créé un pôle territorial de coopération économique. Alors qu'est-ce qu'un pôle territorial de coopération économique? Je sais que Jean-Marc Jancovici en parle notamment dans le Chiffre Project, si je ne me trompe pas. En tout cas, on a créé ça sur le territoire d'Ivry. C'est des acteurs de la société civile qui se mettent ensemble, qui créent des réseaux avec des acteurs publics. Donc, par exemple, là, la mairie d'Ivry, la mairie de Gentilly, le PT12, et puis des réseaux associatifs autour de l'alimentation. Je pense à des AMAP, par exemple, les paniers COP Bio Val-de-Loire. Et puis, il y a le Secours populaire aussi qui fait partie de la boucle et d'autres acteurs qui sont en charge de cette question de solidarité, de telle façon à animer ces réseaux et créer des infrastructures sur le plan logistique qui permettent de créer
des réseaux de solidarité autour d'épiceries solidaires, de supermarchés coopératifs, et nous visons même à mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle de ce territoire. Donc un travail collectif, auto-organisé, qui a répondu à des appels à projets qui permettent de penser cette sortie du territoire, parce qu'on n'est pas uniquement sur le territoire d'Ivry-sur-Seine, hein, quand je pense à ce qui se passe ici, on est à l'échelle de l'EPT12 et au-delà, puisque ça englobe aussi le 13e arrondissement, que la ville de Paris est également partenaire. Donc cette idée d'un territoire autonome autour d'enjeux spécifiques tels celui de l'alimentation solidaire me semble tout à fait important. Alors tout ça pour dire, et je vais finir sur cette dernière diapo, voilà, bon, on ne voit pas très bien non plus, mais je n'avais pas la taille du cadre avant de venir, donc on m'excusera. C'est qu'il est important de partir, me semble-t-il, et je pense que la ville de Strasbourg, par exemple, le fait, d'un diagnostic et d'un inventaire des forces en présence du point de vue de la société civile, de telle façon à construire des réseaux résilients face aux chocs qui vont venir, parce que ces chocs, ils vont bien sûr toucher inégalement les personnes sur les territoires, et c'est des questions de justice environnementale que de faire atterrir ce choc climatique de manière différenciée sur les territoires en répondant à des soucis qui ne sont pas les mêmes d'un bout à l'autre de la métropole. Donc je vais finir là-dessus en disant que bien sûr le plateau de Saclay et les environs ont des zones qui sont plus ou moins favorisées, on va dire, mais si on regarde, et on a fait un bilan, une cartographie à l'échelle de l'Île-de-France pour voir quelles étaient les zones les plus impactées, on se retrouve bien sûr avec un 93 qui est largement visibilisé, tant du point de vue de la question sociale que du point de vue de la question environnementale, des pollutions et de la capacité à s'adapter à un futur sous forme de choc. Je vais arrêter là. Merci beaucoup Nathalie Blanc. Donc Fabienne Merola, si vous voulez bien venir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez nous faire une présentation des spécificités du plateau de Saclay. Avec un micro. Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, d'abord, je dois m'excuser auprès des très nombreux experts qui sont dans la salle pour parler de ce sujet à leur place, parce que voilà, je suis un peu une généraliste et je parle sous le contrôle des personnes qui connaissent très bien le plateau, y compris les associations qui existent de longue date sur ce plateau. Vous m'entendez ? Oui. Ouais, ou j'approche le micro, ça ira mieux. Voilà. Donc, alors, je vais situer quelques grandes lignes. La première chose, c'est de resituer le plateau de Saclay dans son contexte de processus de métropolisation de l'Île-de-France, hein, c'est-à-dire le processus du Grand Paris. Et on comprend mieux les choses quand on regarde ce que c'est que cette fameuse métropole du Grand Paris, c'est-à-dire Paris et sa petite couronne, une zone extrêmement dense, et où se trouve le plateau de Saclay par rapport à cette région, donc, qui se situe en grande couronne. Et donc on a sur ce territoire un projet d'urbanisation dense, à l'image de ce qui se passe dans la métropole du Grand Paris. Donc c'est un projet d'extension en fait, du modèle urbain très dense de la métropole. Et ça se matérialise aussi à travers le réseau du Grand Paris Express, du nouveau métro, puisque ce Grand Paris Express a un certain nombre de lignes qui sont circonscrites à la région centrale métropolitaine, mais envoie des excroissances vers la Grande Couronne. Ces deux excroissances sont la ligne 17 vers le triangle de Gonesse et la ligne 18 vers le plateau de Saclay. Donc très clairement, des projets d'urbanisation massifs sur des territoires qui sont encore largement ruraux. Donc sur le plan géographique, donc on est face à un plateau d'altitude moyenne de 160 mètres, très enclavé par des vallées assez profondes. Hein, les dénivelés qui le bordent sont d'environ 100 mètres
100 mètres. Il s'agit donc de limon, on l'a dit, de limon profond très, très fertile, avec une couche d'argile qui permet une grosse réserve hydrique. Et donc ça permet des exploitations céréalières sans arrosage, avec des rendements exceptionnels. Ce sont donc parmi les meilleures terres d'Europe, comme d'ailleurs les terres du triangle de Gonesse. Sur ce territoire, on trouve évidemment des exploitations céréalières, mais également beaucoup de diversification, du maraîchage, de la polyculture, et un gros effort de production pour l'alimentation locale, que ce soit à travers les AMAP ou la fourniture de cantines, par exemple. Une autre façon d'aborder le territoire, c'est de regarder sur le plan socio-économique les déplacements domicile-travail, qui sont extrêmement parlants. Vous avez ici une représentation. Vous avez une représentation des flux d'attraction, en fait, entre les actifs et les pôles d'activité dans la région. On retrouve ici, en fait, le pôle de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, ici Massy, et ici les Ulysses Courtabœuf. Donc on voit qu'en fait, le plateau de Saclay se situe à la jonction entre deux pôles qui sont pratiquement disjoints, entre lesquels il y a très peu d'échanges, et constitue entre ces deux pôles un espace de respiration. Alors évidemment, cet espace vide attire en permanence des convoitises. Et la dernière en date a donc été de créer cette technopôle scientifique de Paris-Saclay à travers l'opération d'intérêt national du même nom, et qui a été encore plus matérialisée par la loi du Grand Paris, qui a créé l'établissement public d'aménagement, les PAPS, chargé de la mise en œuvre des projets d'aménagement, et la Société du Grand Paris, donc à travers son réseau de lignes, et la ligne 18 en particulier. Alors cette même loi, en fait, actait la création d'une zone de protection naturelle, agricole et forestière, dans laquelle il est en principe interdit d'urbaniser. Et donc, une fois encore, on retrouve une espèce de contradiction jamais assumée des aménageurs, c'est-à-dire qu'on lance d'un côté des projets d'aménagement extrêmement destructeurs de terres agricoles, et de l'autre, on proclame, une fois encore, la sanctuarisation de ces mêmes terres. Sauf que quand on va voir les bilans socio-économiques, on s'aperçoit que l'analyse socio-économique de ces projets ne donne aucune valeur, ni à l'agriculture, ni aux terres, ni aux exploitants de ces terres, qui n'apparaissent jamais de façon chiffrée dans ces bilans socio-économiques. Donc toute la valeur économique de ces projets est au contraire basée sur les projections d'urbanisation de ces territoires. Alors ici, je zoome sur la plus grosse opération de ce projet Paris-Saclay, qui est donc la création du campus urbain Paris-Saclay. Là encore, ça a été l'occasion d'une destruction massive de terres, puisque 400 hectares de terres agricoles de grande valeur ont été urbanisés en moins de 10-15 ans, puisque les premiers coups de pelle en fait, ont été donnés vers 2011. Et elle n'est pas tout à fait finie, puisqu'il y a la ZEC de Corbeville ici qui est en cours. Ce qu'il faut savoir sur ce campus, c'est que tout ce qui a été amené sur ce campus a été pris ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de développement ex nihilo, il s'agit en fait d'une sorte de vampirisation des territoires environnants, en particulier d'autres sites de recherche et d'enseignement en Île-de-France. Alors, à partir de ce constat, quel avenir peut-on dessiner aujourd'hui pour le plateau de Saclay ? On a créé un énorme problème d'accès sur ce plateau en raison de son inaccessibilité, un énorme problème de transport, avec une congestion qui est inéluctable, c'est-à-dire qu'elle est déjà là, et on sait déjà qu'elle va s'aggraver, et on sait également que la ligne 18 ne répond absolument pas à ce problème, puisqu'elle ajoute une connexion est-ouest, là où les études de transport montrent qu'il faudrait des connexions sud-nord, et en particulier de meilleures connexions avec les vallées habitées, le long de l'Yvette en particulier. Par ailleurs, sachant cela, on poursuit dans la même logique, avec une poursuite annoncée de la densification urbaine sur le plateau, des projets à Palaiseau, la création de Corbeville, l'extension de Saclay, qui va tripler sa population, Tours-sur-Noble et Guyancourt, qui ont des projets immobiliers très importants. Tout ça va conduire évidemment à une plus grande fragilisation de l'agriculture,
pas seulement à cause du morcellement et du mitage des territoires qu'on voit bien sur la structure de la ZP9, mais également en raison des pollutions et des nuisances de la proximité urbaine. Et je voudrais rappeler également que tout ceci se fait aussi avec un abandon de zones urbaines qui sont limitrophes, en particulier, par exemple, la zone de Courtabœuf, qui est le plus grand secteur d'activité tertiaire d'Europe, qu'il était en tout cas, et dans lequel les entreprises s'en vont. Et cette zone de Courtabœuf, elle est à moins d'1 kilomètre de ces projets d'aménagement, ici, de l'autre côté de la vallée. Voilà, on peut lister comme ça toutes les opérations, le transfert d'hôpitaux, par exemple, qui ont été pris dans des zones denses pour implanter un hôpital en plein champ sur le plateau de Saclay. Voilà, donc je voudrais finir cet exposé en faisant un appel à une réelle bifurcation de notre façon d'aborder l'aménagement du territoire. Il faut changer de paradigme, c'est plus possible. Prenons les besoins alimentaires en compte, donnons-leur une vraie valeur et intégrons-les dans nos raisonnements. Merci beaucoup Fabienne Merola pour cette présentation. Donc on va commencer le débat, mais comme j'ai le micro, je vais avoir le privilège de vous poser la première question, puisque il me semble que c'est important d'avoir un petit panorama historique de cette affaire. Et donc, est-ce qu'on peut dire quand est-ce que ça a commencé, tout ça, dans les années 60, dans les années 70, et est-ce qu'il était encore... Quand est-ce qu'il était encore temps de faire autrement ? Alors, ça a commencé il y a très longtemps. Effectivement, je pense que dès les années 60, il y avait une vision du territoire qui était... son avenir, c'est de devenir Paris, quoi, un jour, voilà. Avec l'idée que peut-être dans ce Paris, tout serait merveilleux, qu'on se déplacerait comme on voudrait, et que, voilà, qu'on ne manquerait de rien. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, une zone agricole est vue par les aménageurs et même par une grande partie de la population et des élus comme des territoires vides. On a des phrases malheureuses du directeur de l'EPAPS, par exemple, qui dit « on a la chance de construire à partir de rien ». Donc cette philosophie, elle continue et il faut évidemment l'inverser. Donc après, quand est-ce qu'on aurait pu arrêter ce projet ? J'en sais vraiment rien. Il y a eu quand même une bascule, puisque au début des années 2000, il y avait des réflexions pour l'avenir de ce territoire, en particulier pour pérenniser l'agriculture en zone périurbaine, qui n'était déjà pas facile à l'époque. Il y a eu des projets qui ont été proposés, notamment une étude qui s'appelait le pôle agri-urbain Paris-Saclay, qui a été proposée en 2007. Et ensuite, 2 années plus tard, tombait la décision de faire la Silicon Valley à la française sur ce même territoire et tout ce qui venait avec. Voilà. Donc là, entre ces deux années, dans cette période-là, il aurait fallu effectivement réaffirmer en fait la vocation agricole du territoire et réfléchir autrement. Et c'était possible parce qu'en fait, sur cette région, il y avait déjà à l'époque environ 10% de la recherche française et la plus grosse concentration en centres de recherche et de développement d'Europe. C'est-à-dire que la Silicon Valley à la française, si on incluait Courtabœuf et qu'on la dynamisait, on l'avait déjà. Il suffisait de l'organiser, il suffisait de la soutenir, il suffisait d'améliorer les transports. Plutôt que de faire ça, on a décidé de faire plus gros, tout bêtement. C'est-à-dire d'ajouter encore plus de choses, sans réfléchir à la structuration et sans réfléchir à l'insertion de ces projets dans le territoire. Merci beaucoup pour ce petit aperçu historique qui pourra être complété éventuellement au gré des questions. Donc maintenant, je me tourne vers la salle et le grand débat va commencer. Donc je vous rappelle les règles du jeu. Vous avez la parole pour poser des questions. Alors évidemment, en premier lieu, merci beaucoup Fabienne Merola, mais je pense qu'on pourra vous reposer des questions et que vous pourrez répondre de votre place. En revanche, peut-être... Oui. Voilà, ou alors on met une chaise de plus, effectivement, mais je ne sais pas s'il y en a. Ouais, ok. Donc la parole est à vous et vous avez donc la possibilité de poser des questions soit à Nathalie Blanc, soit à Fabienne Merola, soit à Jean-Marc Jancovici, soit à toutes les personnes qui sont... Alors sachez que dans la salle, il y a des élus
qu'il y a des scientifiques de toutes disciplines confondues, enfin en tout cas beaucoup de climatologues, de spécialistes de l'atmosphère, d'hydrologie, du rôle de la végétation dans le climat, d'hydrologue, je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin, en tout cas, profitez-en parce que c'est rare, mais vraiment rare, d'avoir autant d'experts et d'élus à portée de micro et la possibilité un si grand temps de parole pour leur poser des questions. Donc, qui veut commencer voilà. Bonsoir. J'avais une question pour Fabienne Merola. Nathalie Blanc a parlé des mobilisations. Et j'aimerais savoir où en est la mobilisation pour les terres de Saclay, donc l'occupation de Saclay contre la ligne 18. Et puis une question pour Jean-Marc Jancovici, une deuxième question, je profite d'avoir le micro. Est-ce que vous êtes certain que la région Île-de-France ne peut pas devenir autonome sur le plan alimentaire? Il y a un biogéochimiste qui s'appelle Gilles Billen qui affirme le contraire, qu'à horizon 2050, à condition que les franciliens deviennent demi-tariens, c'est-à-dire pas végétariens, mais diminuer leur consommation de viande par 2, pourraient non seulement être autonomes sur le plan alimentaire, mais continuer à exporter certaines de ces céréales. Donc, question pour Fabienne Merola et pour Jean-Marc Jancovici. Allez-y, Fabienne. Donc, pour la mobilisation, il y a eu quand même beaucoup d'actions récemment. Je pense que vous en avez sans doute entendu parler dans la salle. Et en particulier face au déni de démocratie répété, puisque les enquêtes publiques ici sont des mascarades assez lamentables, eh bien on a fini par décider de faire un camp d'occupation. Bon, c'est pas un camp de sauvages, c'est un endroit où on alerte, on reçoit le public, on informe, et on tient ce lieu depuis maintenant 7 mois. Donc, et on a aussi réussi, grâce à ce camp, à avoir une visibilité à l'échelon national. Et on a participé à un certain nombre d'événements, en particulier les marches des terres en Île-de-France. Donc les actions vont continuer, les travaux aussi, malheureusement, donc il y a urgence. Voilà. Jean-Marc Jancovici. Malheureusement, je ne connais pas les travaux que vous évoquez, donc difficile d'avoir un commentaire sur la question. Si on part du chiffre de 6%, on se dit que si on remplace les calories animales par les calories végétales, admettons qu'on gagne un facteur 10 sur l'occupation des... Et puis il faudrait voir quelles terres. C'est-à-dire que dans les terres céréalières, c'est clair que si on les reconvertit directement pour l'agriculture humaine, enfin pour les céréales qui servent à l'alimentation animale, on gagne un gros facteur. Pour les céréales qui servent à l'alimentation humaine, on gagne rien parce que ça sert déjà. Voilà. Donc j'ai pas les travaux en question, donc c'est difficile pour moi de faire un commentaire sur la chose. Après, le commentaire un peu plus large, c'est qu'aujourd'hui, les chaînes de distribution sont organisées avec des productions végétales ou animales qui ne sont pas locales. Donc ça veut dire que vous n'avez pas qu'un sujet de production agricole à reconfigurer. Ça veut dire aussi que chacun a une cave pour stocker les pommes tout l'hiver, n'achète que des pommes et pas d'oranges. Enfin voilà, ça va au-delà de simplement la question de la production. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut répondre à la question, qui connaît cette étude, un scientifique ou quelqu'un? Non. Bon. Ok. Ah, oui. C'est pour une question ou peut-être pour répondre? Ok. Alors. Si c'est juste une question, c'est d'accord. C'est une question ou un commentaire? Je sais pas. Bonjour, merci. Vous parlez du plateau de Saclay, j'habite dans la vallée de la Bièvre. La question qui me vient en regardant l'environnement, c'est pour le camion, un quart des camions en moins, est-ce que les espaces verts qui existent dans les jardins privés, dans les jardins collectifs, peuvent produire des pommes de terre, des courgettes, etc. Est-ce que ça suffirait à résoudre le problème ou est-ce que c'est l'épaisseur du trait comme certains me l'ont dit? Avec la contrepartie, c'est aussi de faire des économies sur les tondeuses à gazon, sur les appareils électriques, les rotophiles, etc. Et puis les activités comme le golf qui pourraient être utilisement remplacées par des activités agricoles. Alors, à qui vous posez la question ou qui veut répondre à cette question? C'est un commentaire, ok. Enfin, c'est planter des carottes sur le champ de Mars et des pommes de terre. Oui, ça peut pas nuire. Voilà. Oui, moi, j'aurais une remarque pour Jean-Marc Jancovici, une remarque qui est à la fois un remerciement et
et une page de pub. Vous avez dit tout à l'heure qu'une des conclusions d'une étude du Shift Project était l'information des élus. Je vous avais posé la question il y a quelque temps lorsque vous aviez fait une conférence à HEC. Vous m'avez parlé de la fresque du climat, qui est une sorte de serious game afin de mieux comprendre le changement climatique. Hein. Soit vous lisez le rapport du GIEC qui fait 4000 pages en anglais, soit vous 3 heures de cet atelier. Et j'ai suivi vos conseils et dans ma petite commune de Juan-Josas, donc on a fresqué, comme on dit, plus de 250 personnes, dont des agents municipaux, des conseillers, des habitants, des élèves, et ça fait des petits autours. Et donc ma page de pub, c'est que je conseille aux gens qui sont dans la salle de se renseigner, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de fresqueurs. Il y a un réseau des fresqueurs de 78 qui fait déjà 100 personnes, et c'est un formidable outil parce que moi, c'est ce que je fais quand je le vends. Hein. Je suis maire adjoint et je le vends autour de moi. C'est que on ne peut pas agir contre quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc c'est vraiment la première étape qu'on a trouvée, et voilà. Là, ma page de pub est terminée, et merci encore de m'avoir fait connaître cet outil. Alors, je peux que remercier pour cette page de pub. J'ai le droit de poser une question en retour. Est-ce que ça a changé quelque chose à la politique municipale ? Alors, la politique municipale... C'est une question candide, hein, pas du tout. Oui, mais je suis maire adjoint à la transition écologique et énergétique, donc je ne vais pas vous faire la contre-pub de Juan-Josas. Je pense qu'on fait beaucoup de choses, mais qu'évidemment, on n'en fait pas assez. Je pense que ça a changé la mentalité d'un certain nombre de conseillers, de personnes autour, et que petit à petit, voilà, ça apporte de l'eau de moulin. Oui, je pense que c'est en train de rentrer dans les mœurs. Et il y a même des associations, et ça c'est ma grande joie, des associations environnementales qui prennent le relais, parce que les élus tout seuls, hein, on dit les élus font pas ci, les élus font pas ça. On est une petite commune, c'est pas tout seul qu'on va faire quelque chose, on rame. On isole les bâtiments publics, par exemple, pour faire les économies d'énergie. Il faut savoir que dans une commune de Juan-Josas, ça doit être peut-être pareil sur les autres communes, hein, 97% de l'énergie, je ne parle pas des transports, je parle des chauffages, du gaz et du fioul, c'est pas dans les bâtiments de la commune. Ce sont les bâtiments tertiaires, ce sont les habitants. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, on évangélise et ça bouge. Merci beaucoup. On va passer Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient été faites sur comme il va y avoir beaucoup de bétonisation sur le plateau de Saclay, est-ce qu'il y aura une conséquence, plus d'inondations par exemple dans la vallée de Chevreuse, un habitant de Bure-sur-Yvette. Je m'inquiète un peu. Qui veut répondre à cette question? Qui a étudié l'hydrologie? Il y a des hydrologues dans la salle, je sais. Est-ce que Pascal est là? Là, il y a monsieur. Ouais. Je ne suis pas du tout hydrologue, mais climatologue. Vous pouvez donner votre Oui, pardon, nom. Robert Vautard. Ce qui nous attend, c'est un petit peu ce qu'il y a en ce moment là sur nos têtes, hein, c'est-à-dire des douches très 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 fortes qui vont changer la caractéristique. C'est pas des grandes crues d'hiver, des choses comme ça. Enfin, il y en aura aussi, mais c'est des inondations éclairs. Donc ça, on a vu ça, hein, et particulièrement au printemps. Et la réponse à la question est oui. On va vers des phénomènes violents qui vont comment dire, avec l'artificialisation des sols, ne pas pouvoir évacuer toute cette eau qui arrive dans des phénomènes assez violents. Donc la réponse est oui. Mais peut-être aussi, il y avait dans la question de monsieur la configuration géographique du plateau de Saclay avec des pentes très fortes. Alors, je ne connais pas. Oui, alors là, peut-être madame connaît derrière, je crois. Enfin, je ne sais pas. Oui. Mais je veux qu'il le dise. Je ne suis pas une spécialiste, mais il y en a un sur Palaiseau qui s'appelle Pascal Mogis et qui a fait une conférence, qui a fait une conférence. Parlez devant le micro, s'il vous plaît. Non, c'est juste de le mettre plus, voilà. Oui. Ben oui. Donc il y a un hydrologue qui s'appelle Pascal Mogis qui a fait une conférence à Palaiseau en septembre,
qui a eu beaucoup de succès et qui a refait cette conférence la semaine dernière à Bure, donc cadre associatif. Ces deux associations, Palaiseau et Orsay Nature, et donc cette conférence va être prochainement en ligne parce que ça a été enregistré la deuxième fois. Donc il explique qu'il y a la réponse aux questions qui ont été posées sur la géologie, etc., les conséquences en vallée, en particulier suite à l'événement climatique du mois de juin et les inondations qu'il y a eu au mois de juin. D'accord. Monsieur, vous voulez aussi répondre? Oui. Cyril Girardin, donc je suis dans la map des jardins de Cérès et je travaille à l'INRA. C'est juste pour dire que ce sujet de l'eau sur le plateau de Saclay a pour conséquence qu'en créant plus de surfaces imperméabilisées, c'est-à-dire les bâtiments, les parkings, les routes, les aménageurs ont été obligés de créer des bassins supplémentaires et pour créer ces bassins, ils ont pris sur des terres agricoles. Donc c'est un peu la double peine, si vous voulez. On a pris de la surface pour faire les aménagements et pour retenir l'eau dans le château d'eau du plateau de Saclay, puisqu'on est en altitude par rapport aux vallées de la Bièvre et de l'Yvette, on a été dans des parcelles qui étaient cultivées, décaisser les sols, qui étaient des sols millénaires. Donc moi, je travaille en sciences du sol, donc je connais les sols. C'est des objets qui sont formés sur des milliers, voire des millions d'années. Donc là, on a des sols magnifiques qui ont une histoire géologique, et on les a détruits sur 2 à 3, 4 mètres d'épaisseur pour créer des bassins pour retenir l'eau lors de crues qu'on dit, je dirais, centennales ou qui arrivent 2 fois par siècle. Voilà. Et donc, c'est ça qui nous est arrivé avec quand même quelques dizaines d'hectares qui ont été prélevés pour faire des bassins de retenue sur le plateau de Saclay connectés au Rigol. Voilà. Donc, il y a quand même des mesures qui sont prises, mais qui sont complètement liées à l'urbanisation. Et je voulais dire pour Gilles Bilène, donc, qui est un collègue de géochimie, donc il a fait beaucoup d'études sur l'azote, il a fait des bilans notamment sur le cycle de l'azote, parce que l'azote, c'est vraiment, je dirais, l'élément qui est vital, c'est les protéines pour les humains, et dans des tas de chaînes trophiques, c'est la recherche de l'azote en fait, qui nourrit, je dirais, les différents intermédiaires des chaînes trophiques. Et donc, Gilles Bilène travaille aujourd'hui sur le métabolisme territorial et il a fait effectivement des études sur l'Île-de-France. Mais pour le plateau de Saclay, ce que je voulais dire, c'est que quand on prend la surface du plateau de Saclay, on peut nourrir en pommes de terre à peu près 300 000 personnes, d'accord ? Mais si on voulait, et on ne ferait que de la pomme de terre, mais si on voulait nourrir par exemple avec du bœuf, on ne pourrait nourrir que 15 000 personnes. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Et comme on est tous des mangeurs à la fois de légumes, de viande et d'autres produits, des œufs et des laitages, etc., sur une surface comme le plateau de Saclay, finalement, on ne pourrait pas aujourd'hui, ça revient tout à fait au chiffre de Jean-Marc, on ne pourrait pas du tout nourrir les 300 000 habitants qui sont autour. Et je termine par dire que pour se rendre compte, pour les communes et pour les habitants qui veulent accéder à ces choses-là, il y a un outil sur Terre de Liens qui s'appelle l'outil Parcelle, qui permet, en donnant simplement l'identification de votre commune, de calculer combien vous auriez besoin pour votre commune de produits laitiers, de produits en viande, de légumes, etc. Et donc de nombre de maraîchers, d'agriculteurs, de cultivateurs. C'est l'outil Parcelle sur le site de Terre de Liens. Et toutes les communes, dans le sens qu'a indiqué Jean-Marc Jancovici, devraient faire ce travail de savoir de combien de terres ils auraient besoin pour nourrir les populations de leur propre commune. Voilà. J'en profite pour dire, parce que ça n'a pas été dit, qu'il y a 200 000 habitants actuellement sur le plateau de Saclay. C'est une poursuite. Voilà. C'est une poursuite. Bonjour, David Sossol, élu à Orsay, assistant de Cédric Villani. L'outil Parcelle, je l'ai testé. La seule commune de l'ensemble de la circonscription de monsieur le député, puisque j'ai travaillé que sur ces données-là, qui serait aujourd'hui viable, c'est-à-dire qui pourrait nourrir sa propre population avec ses propres terres. La seule commune aujourd'hui qui est en capacité de le faire, c'est Saclay. Toutes les autres, vous oubliez. Juste pour faire un point sur les travaux de Gilles Bilène, que je connais également et qui travaille avec Sabine Barle sur ces questions de métabolisme territorial, il y a en ce moment des scénarios qui sont en train d'être élaborés à l'échelle notamment du Pyrénées-Seine, enfin le bassin de la Seine, sur quelle capacité doit-on développer pour pouvoir être autosuffisant sur le plan alimentaire, ou en tout cas plus autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc il y a des scénarios qui sont en train d'être réfléchis.
peux juste... Hop, voilà. Je voulais juste rebondir, je suis là, voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que monsieur de Jouy a dit, parce que moi je suis élue aux Loges en Josas. Alors les Loges en Josas, c'est un tout petit village, mais qui fait ce qu'il peut pour contribuer en tout cas. Donc la fresque du climat, oui, on l'a faite avec l'équipe municipale, on l'a faite avec des habitants, et oui, ça marche. On sent que ça fait prendre conscience de quelque chose. Après, la deuxième chose, c'est qu'on a un épi, comme à Châteaufort, donc une épicerie collaborative. Et en fait, on a énormément de mal à s'approvisionner, effectivement, en maraîchage local. Et donc, au niveau du village, on a décidé d'installer des maraîchers sur un champ à l'entrée du village. Je voudrais dire que c'est un projet qui est formidable, mais que c'est dur, c'est long. C'est dur et c'est pas facile. On court partout pour avoir des subventions et tout ça, mais c'est vraiment. Et pourtant, ils sont motivés. Nous, on est motivés à fond, mais c'est pas simple. Et je voudrais juste poser une question sur l'échelle, parce que c'est pas simple de réfléchir à ces questions et on sait pas très bien à quelle échelle c'est bon d'y réfléchir. On est en train de contribuer aussi, d'essayer de contribuer au PCAET de Versailles Grand Parc, parce qu'on a les communes, on a la région, on a l'agglo, et en fait les sujets sont quand même, c'est toujours très interconnecté, ce qui fait que c'est pas simple de savoir à quelle échelle, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, à quelle échelle c'est bon de réfléchir et de travailler en fait. En tout cas, la manière dont on a travaillé, qui englobe donc le sud de Paris, puis plusieurs communes jusqu'à Orly, c'est un réseau qui s'est créé plutôt de manière organique. On n'a pas décidé d'une échelle a priori. C'est un certain nombre d'acteurs qui se trouvaient sur différents territoires qui ont décidé de travailler ensemble et de mettre leurs ressources ensemble. Alors, c'est à la fois des maraîchers d'un côté, mais c'est aussi le secours populaire pour les plateformes sur le plan logistique pour pouvoir faire entreposer cette nourriture, etc. Donc, c'est plutôt un ensemble d'acteurs qui se mettent ensemble avec une finalité précise en tête à l'échelle d'un grand territoire qui n'est pas simplement le territoire de la commune. Merci. Une autre question ? Oui. Moi, c'était pour revenir sur la question de l'alimentation et des terres. Bonjour, merci beaucoup déjà à tous les trois d'être venus pour cette conférence. Moi, je suis étudiant à Centrale Supélec, donc qui est ici, avec ce nouveau campus qui est là depuis 2 ans. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, et on a parlé, Monsieur Jancovici a fait l'introduction en parlant du classement de Shanghai, et c'est vrai que c'est une blague qui revient assez souvent, mais pourtant c'est un objectif qui, quand on y pense, le fait d'avoir concentré les activités, les universités, donc on a l'ENS qui est là depuis 1 an, on va avoir d'autres écoles qui vont venir, et en fait, d'un point de vue étudiant, c'est quelque chose de formidable. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités et de sensibilisation et de possibilités avec cette concentration d'activités, et je pense qu'on ne l'aurait pas si les universités étaient éparpillées un peu partout. Et en fait, cette idée de Silicon Valley, d'un point de vue tout simple, elle est assez incroyable pour nous. Et si on prend la question écologique, je pense que je n'aurais jamais été autant sensibilisé à cette question s'il n'y avait pas eu autant de gens, d'idées et par exemple, de start-up aussi qui viennent s'implémenter ici, de chercheurs qui nous en parlent à grande échelle. On a des conférences tout de suite qui prennent plus d'ampleur. Enfin, tout prend plus d'ampleur et plus d'importance. Et en fait, moi, je vais ressortir de là en étant sensibilisé à cette question, comme je pense que je ne l'aurais pas été si on n'avait pas eu ce pôle-là. D'un point de vue élu aussi et gouvernement, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas juste être balayé, le fait d'avoir un pôle compétitif scientifique. Et du coup, en vous écoutant tous parler, ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? On comprend qu'il y a un problème, mais je ne comprends pas bien. Est-ce que c'est parce que c'est mal fait ? Est-ce que c'est parce que c'est fait trop vite ? Est-ce que c'est fait sans concerter correctement tous les acteurs qui étaient déjà présents ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et qui n'est pas bien fait selon vos revendications ? Enfin, voilà, quelles sont les revendications derrière cette concentration des activités ? Alors, Fabienne et Jean-Marc, les deux. Jean-Marc et après Fabienne.
Je vais vous répondre avec une anecdote personnelle. J'ai une de mes filles qui a fait l'agro à Grignon, où ils sont tout seuls et ils sont hyper sensibilisés à l'environnement. Donc je ne pense pas que de mettre 2000 étudiants au même endroit, ça les sensibilise plus à l'environnement quand ils sont 600 au même endroit. Je ne suis pas complètement convaincu par cet argument. Et si du reste c'est une condition nécessaire, on est mal barré. S'il faut commencer par mettre tous les étudiants dans un bloc de béton commencer par urbaniser pour qu'ils soient sensibles à l'environnement, c'est bon. Il y a quand même d'autres moyens de s'y prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on reproche à l'urbanisation du plateau de Saclay? Alors moi, pour être très clair, ce que je lui reproche, c'est de faire grossir une Île-de-France qui est déjà par trop dépendante à l'importation de tout ce qui lui est nécessaire, dans un monde dans lequel les flux physiques, parce que l'énergie, vont devoir se contracter. Donc en fait, on est en train de se mettre dans une impasse, macroscopiquement parlant. Ce n'est pas propre au plateau de Saclay. Je pourrais vous dire la même chose pour Gonesse, je peux vous dire la même chose pour ailleurs. Le fait même aujourd'hui de vouloir faire encore grossir une Île-de-France qui est déjà hypertrophiée par rapport à ses capacités de subsistance à long terme. Est-ce que vous savez combien il y avait de foyers dans l'UTES? L'UTES, avant, il y a 2000 ans, il y avait, l'ordre de grandeur, c'était 10 000. Alors, je ne saurais pas vous dire c'était 10 000, 20 000, etc. Et l'hypothèse que je fais, je ne suis pas spécialiste de ce genre de sujet, mais l'hypothèse que je fais, c'est, à l'époque, comme manger, c'est le premier besoin des individus, vous étiez capable de faire une ville en pleine terre, parce que les villes portuaires, c'était un peu différent, on pouvait, comme Rome, aller piller l'Égypte et donc nourrir un peu plus de monde. Mais les villes en pleine terre, vous aviez la possibilité de nourrir autant d'habitants qu'il y avait de surplus agricole, je dis bien de surplus agricole, dans un disque dont le rayon devait faire quelques jours de marche à pied ou quelques jours de charrette à bœuf. Hein, ça devait, bon. Et donc, quand vous regardiez la productivité agricole de l'époque et les distances qu'on était capable de parcourir en quelques jours, bah, vous vous rendiez compte que le surplus agricole pour un rayon qui faisait, je sais pas quoi, 50 km autour de l'île de la Cité, bah, ça vous permettait de nourrir 30 000 personnes ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ce qui fait qu'on est passé à 10 millions d'individus, ça s'appelle le pétrole, à tous les étages, à cause des transports, à cause de la productivité agricole. La productivité céréalière en Beauce, elle était 5 fois moindre en 1945 qu'en 1975. Et ça, c'est les engrais, les phytosanitaires, les tracteurs. Donc, vous avez aujourd'hui une perfusion à l'énergie du modèle urbain francilien qui est instable. Alors, un truc instable, c'est jamais très bon sur le plan social. Qui va concentrer la richesse à certains endroits, donc notamment au plateau de Saclay, au détriment nécessairement de tous les autres. Donc, moi, c'est ça que je lui reproche, c'est que c'est un projet anachronique. On en a parlé tout à l'heure, c'était vachement bien il y a un siècle de faire le Grand Paris. Et probablement que les premiers dessins, c'est quand on a commencé à mettre la fac d'Orsay à Orsay et l'école polytechnique sur le plateau. Donc, ça doit dater des années 60, peut-être même 50. Donc, il se trouve que j'habite dans le coin, donc on connaît un peu le... Et c'était un truc qui était très bien. Il y a encore une fois, il y a un siècle, on pouvait faire ça, c'était une très bonne idée. Le faire aujourd'hui, à mon avis, totalement anachronique. Voilà, c'est ça en tout cas, mon reproche à moi. On peut aussi parler des impacts sur le climat. Peut-être que parmi les scientifiques qui sont là, Valérie Masson-Delmotte, je vois, lève la main. Juste avant, je voudrais compléter un petit peu. Je voudrais rappeler qu'il y a en bas, dans la vallée d'Orsay, un campus universitaire qui manque cruellement de rénovation, avec des bâtiments qui se vident, et qu'un chantage a d'ailleurs été exercé à l'époque pour obliger les laboratoires et une partie des enseignants à monter sur le plateau contre l'éventuelle rénovation de ces bâtiments, qui ne sont toujours pas rénovés. Donc il y a une espèce de politique de la page blanche ou de la terre brûlée qui consiste à aller faire ailleurs ce qu'on ne sait pas faire là où on est déjà. Il vaudrait mieux réfléchir un petit peu. Il y avait du potentiel dans la région. Encore une fois, il y avait 10% de la recherche française déjà sur place avant de lancer l'opération Paris-Saclay. Il y avait plein d'industries et d'entreprises de recherche et développement. On pouvait faire avec tout ça, améliorer la desserte locale en transport de façon à ce que tout ça soit bien connecté. On n'avait pas besoin d'un métro. En plus, on en a un déjà. Voilà. C'est une question d'intelligence. Voilà. Coller tout le monde ensemble dans des nouveaux bâtiments, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Merci. Oui, je pense qu'on peut aussi répondre à la question de monsieur d'un point de vue climatique. Et je passe la parole à Valérie Masson-Delmotte. Oui, alors moi j'habite ici et je travaille ici depuis 1993.
Et je voudrais rebondir sur le thème, en fait, donc changement climatique. Et de mon point de vue, à partir de la situation telle Valérie, qu'elle est... vous pouvez vous présenter, parce que Oui. même si je pense que, ou je le fais, donc Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue. Elle est présidente du groupe 2 du GIEC, 1 du GIEC, et également membre du Haut Conseil pour le climat. Voilà. Comme Jean-Marc. Oui. Donc, merci de cette possibilité d'intervenir à l'angle climat. Et donc, les questions que je me posais sont les suivantes. Vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre du plateau de Saclay tel qu'il est maintenant, par exemple, est-ce que le plan climat qui est proposé est à la hauteur des enjeux? Donc, moi, tel que je l'ai lu, les objectifs, c'est par exemple de baisser d'à peu près 30% les émissions de gaz à effet de serre entre 2012 et 2030. Ce n'est pas le plus ambitieux qui existe. Est-ce que c'est aligné avec la stratégie nationale bas carbone? Quels sont les indicateurs de suivi? Est-ce qu'on mobilise toute l'intelligence qui est là, les étudiants, les centres de recherche, pour faire un suivi avec les acteurs du territoire, avec les élus, de sorte à finalement en faire aussi un lieu d'expérimentation pour aller plus vite, sachant que sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qui pèse le plus, ici, ça va être le pétrole et le gaz, donc c'est les transports, le chauffage en particulier. La deuxième chose, c'est comme tous les endroits partout dans le monde, on va faire face aux conséquences d'un climat qui se réchauffe. Et c'est assez inéluctable dans les années qui vont venir. Donc, pour le plateau de Saclay, tel que moi je le comprends, c'est une augmentation des extrêmes chauds, c'est une baisse de l'humidité des sols, en particulier en été, avec des enjeux sur les sols argileux et les constructions sur les sols argileux qui bougent. Et puis également donc, une augmentation attendue des événements de fortes précipitations avec les enjeux de la gestion de l'écoulement de l'eau. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les stratégies d'adaptation, elles sont là? Est-ce que dans les plans de prévention des risques, on rentre les connaissances qui existent? Moi, j'ai regardé dans ma commune, à Villejuste, un aménagement hydraulique pour écrêter les inondations Vernon-Jumeaux sur l'Yvette. C'était fait à climat constant. Le dimensionnement, il est fait en regardant les précipitations des derniers 30 ans. On n'a pas rentré les évolutions à venir. Donc je pense que là, on pourrait faire mieux, puisqu'on a la chance d'avoir, dans les centres de recherche ici, des compétences qui permettraient de le mobiliser. Et c'est d'ailleurs ce que les étudiants apprennent à faire, il me semble, aussi. L'autre volet, c'est la pression sur les terres. Donc, on a des terres, des sols formidables, précieux, qui ont une capacité à stocker du carbone. Il y a aussi des forêts, des haies qu'on remet un petit peu. Donc, est-ce qu'on a l'inventaire qui existe du stock de carbone dans les terres pour le mesurer, pour le valoriser, pour le restaurer, pour favoriser les pratiques agricoles qui permettent de stocker du carbone et aussi de couvrir le sol pour amortir l'effet des vagues de chaleur? Et puis, comme partout en France, comme ça a été dit, l'empreinte ici, ce n'est pas que ce qu'on fait sur le territoire, c'est beaucoup ce qu'on fait venir d'autres régions. Est-ce qu'on a les outils pour le suivre? Est-ce qu'on le met en place pour savoir comment agir? Dans le constat qui a été fait, j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas, on pourrait faire mieux, en fait, pour mesurer ces flux, pour en être conscient et pour faire en sorte de les réduire. Et je pense que par rapport à ce qui a été dit, par exemple, sur une activité agricole locale, le principal problème économique, c'est la proximité de Rungis, en fait, pour la région. C'est sur les modèles économiques. C'est une vraie difficulté. Et ça contribue à des flux à grande distance qui sont aussi parfois dommageables pour des politiques d'emploi. Et puis je termine là-dessus. En fait, les questions de soutenabilité, je pense qu'elles sont au cœur. Il n'y a pas que celle du climat. Moi, ce que je note en venant à vélo, c'est que je bénéficie d'aménagements cyclables qui n'existaient pas il y a 20 ans. Il a fallu l'aménagement du plateau pour les avoir. Je note aussi qu'il y a des logements sociaux, avec des gens qui attendent parfois pendant des années pour avoir des logements sociaux. Il n'y avait pas une volonté très forte de le faire dans les vallées, ça a été fait là. Je vois les familles qui en bénéficient. Je pense que c'est quelque chose qui, pour eux, est clairement positif. Donc les questions qui restent sur les questions de soutenabilité, puisqu'on a fait ces aménagements, c'est les questions aussi d'emploi, de valoriser des possibilités de travailler près de là où on habite pour réduire les demandes de transport. C'est aussi des questions, effectivement, d'alimentation, de santé, de mobilité, qui sont croisées, qui demandent d'aborder les choses un petit peu autrement. Et puis la dernière chose qui me frappe, c'est une chouette opportunité ce soir de décloisonner. C'est-à-dire d'avoir des échanges entre certains scientifiques qui sont là un dimanche soir, les élus qui sont là, ceux qui ont envie, en fait, d'avoir un développement qui soit le plus soutenable possible, respectueux des activités agricoles, des terres, des gens. Mais on n'a pas, en fait, de cadre structuré pour avoir des échanges plus réguliers. Et je pense que c'est dommage. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a un élu qui veut répondre à ça? Oui. Alors, allez-y. À gauche. Je préfère passer la parole ici parce que ça fait vraiment... D'accord, ok. Bon, tant pis. Sauf s'il y a une réponse directe à ce qui vient d'être dit, bien sûr. Ok. En fait, moi, j'avais une question pour toi, Nathalie. Il y a un grand projet qui a été arrêté, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. J'aimerais savoir quelles sont les similitudes entre le développement du plateau de Saclay et Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qui a fait que Notre-Dame-des-Landes, ça a pu être abandonné? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu d'autres projets sur la table qui ont été retenus? Et est-ce que ça peut nous donner une piste pour ne pas perdre les terres agricoles qui ne sont pas encore touchées? Il y a d'autres collègues que j'ai reconnus. Alice, c'est bien toi? Voilà, c'est bien ça. Je ne suis jamais sûre qui ont participé de manière très active à Notre-Dame-des-Landes. Moi, la proximité, enfin, j'ai étudié et travaillé avec les gens de Gonesse. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a eu passage en justice, il y a eu ralentissement et arrêt d'Europa City, donc qui était le projet de centre commercial qui était sur les terres agricoles de là-bas. Il n'empêche que le projet de la gare persiste et que pour le coup, une fois qu'il y aura cette gare, on voit mal comment on pourra totalement revenir en arrière par rapport à l'urbanisation des terres agricoles. Et c'est vrai que sur Gonesse, il y avait aussi un contre-projet qui était celui de Karma, en termes d'agroécologie ou d'agroforesterie, qui permettait de voir qu'on avait un autre avenir possible sur ces terres agricoles, qui était un avenir avec des emplois, un avenir qui maintenait les services écosystémiques qui étaient donnés sur ces terres, donc un projet probablement beaucoup plus riche de l'existant et d'une trajectoire d'adaptation au changement climatique citoyenne. Juste un mot, c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Valérie Masson-Delmotte, je crois qu'il faut vraiment distinguer, en ce qui concerne le plateau de Saclay, la question de l'atténuation et la question de l'adaptation. Parce que sur la question de l'adaptation, c'est vrai que les populations vont se retrouver touchées de manière très différenciée. Sur la question de l'atténuation, revenir en arrière de ce qui a été déjà fait sur ce plateau, je ne sais pas très bien quelles en seraient les conditions, mais il y a peut-être d'autres gens qui veulent intervenir sur Notre-Dame-des-Landes et dire à quelles conditions, est-ce qu'il y a des conditions semblables où pourrait se faire l'arrêt de l'urbanisation ici. Mais j'ai du mal à y croire. Hein. Moi, je peux dire un mot sur Notre-Dame-des-Landes. Le projet de Notre-Dame-des-Landes avait un déterminant immobilier très fort. En fait, l'une des raisons pour lesquelles le maire de Nantes voulait mettre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en dehors de Nantes, c'est parce qu'il voulait urbaniser une partie de Nantes qui était dans le cône de bruit de l'aéroport. Et ce qui a sauvé les terres agricoles où on voulait construire Notre-Dame-des-Landes, c'est les progrès des avions qui sont mis à décoller sur des distances plus courtes et à monter plus vite en altitude et qui ont libéré le cône de bruit. Donc ça rendait moins nécessaire voilà. Donc ça, c'est un des déterminants qui a... Voilà. C'est évident que la ZAD a fait traîner les choses. Hein. Donc s'il n'y avait pas eu la ZAD, c'est probablement qu'une fois que les contrats étaient signés, etc., le truc se serait fait. Mais ce qui a facilité l'abandon, on va dire, c'est paradoxalement le progrès technique des avions qui leur a permis de monter en altitude sur des zones plus courtes. Voilà, c'était une petite anecdote que je trouve marrante. Merci. D'accord. Isabelle Godringer, je suis chercheuse à l'INRA, agronome. Je voulais revenir sur la question des terres agricoles et de la capacité à s'alimenter. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser qu'il suffit qu'il y ait un hectare de sol agricole libre pour que ça corresponde à une production pour se nourrir. Je pense que le fonctionnement de l'agriculture, il a besoin de continuité. Enfin, il faut vraiment regarder la fonctionnalité des terres agricoles, et en particulier sur le plateau de Saclay. Et on a encore la capacité de faire quelque chose qui serait d'arrêter de faire cette ligne 18 qui va traverser des terres agricoles, qui va peut-être pas prendre en surface énormément, mais qui va impacter énormément leur fonctionnalité. Déjà actuellement, pour beaucoup d'agriculteurs, et je pense que Emmanuel Vandamme va bien expliquer tout ça,
c'est très compliqué de travailler parce qu'on est à cause de la proximité urbaine, parce qu'il y a des oiseaux qui arrivent, il y a des pigeons qui arrivent tous les matins en suivant la 118 et qui viennent manger les semences ou les graines à la récolte. C'est devenu très compliqué de faire des légumineuses qui sont pourtant quelque chose de très important pour s'alimenter. Donc il y a des choses encore à faire et il faut surtout arrêter de penser qu'un hectare de sol libre agricole, ça va produire quel que soit ce qu'il y a autour. Bonsoir, Emmanuel Vandamme, je suis agriculteur sur le plateau de Saclay. J'ai entendu beaucoup de questions et pour beaucoup j'aurais pu répondre, mais j'ai une question pour M. Jancovici. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une... Je vous ai trouvé très timide dans votre introduction. Vous dites qu'il faudrait 1% du budget pour former les élus. Moi, j'aurais mis 50%, puisque, en fait, à mon sens, la chose la plus dramatique qui va nous arriver, c'est le changement climatique. Et la lutte pour conserver le plateau de Saclay, elle a démarré avant qu'on se pose des problèmes sur le climat. Disons qu'aujourd'hui, ça converge. Et on se rend compte que nos politiques de tous bords, qu'ils soient locaux ou nationaux, ça ne rentre pas du tout dans leur prisme. Ils oublient ça. Et quand on leur parle juste l'agriculture sur le plateau de Saclay, tout le monde s'en remplit la bouche en disant vous avez fait une zone de protection. Et nous, on leur dit mais cette zone de protection ne pourra plus marcher puisqu'elle est cernée par du béton et puisque les ravageurs ont de moins en ce qu'on appelle les ravageurs des cultures, qui sont juste des animaux qui ont besoin de manger en soi, mais ils n'ont plus d'espace pour le faire, donc tout se concentre sur un tout petit espace, et du coup on a de plus en plus de mal à cultiver. Et même ça, on le fait remonter, et on tape dans un mur, quoi. Donc ça, c'était la première remarque que j'avais sur votre introduction. La deuxième... est-ce qu'il ne faudrait pas former aussi aujourd'hui, poser la question dans la salle, ou amusez-vous quand vous dînez le soir avec des amis, mais qui ne sont pas des amis militants, des amis tout court, des amis qui font autre chose, qui, voilà, vous servez à manger, puis vous leur dites, à votre avis, ça vient d'où ? Et il n'y a personne qui va vous répondre que ça vient d'une ferme, très peu. Et donc, mais ça, c'est un élément sociétal, c'est-à-dire qu'on a complètement déconnecté notre alimentation de l'endroit où elle est produite, et qu'aujourd'hui, c'est naturel pour nous tous d'avoir à manger, c'est complètement naturel. On ne se pose même plus la question de savoir d'où ça vient, comment c'est fait, et par où c'est arrivé. Et donc, c'est aussi cette formation-là. On a on a le même âge, on a les enfants qui ont fait à peu près les mêmes études. Nos enfants, on les a, enfin pas les nôtres, pardon, mais enfin pas les miens en tout cas. Beaucoup, on les a poussés à faire des études d'ingénieur. C'était le truc à la mode quand nous on était à l'école. Il fallait être ingénieur, il fallait surtout pas travailler dans le tertiaire. Et aujourd'hui, on se retrouve à ne plus avoir de personnes pour travailler dans nos fermes, premièrement, et à ne plus avoir de personnes qui soient connectées avec ce qui se passe dans les fermes. Et les interrogations multiples que j'entends aujourd'hui sur l'agriculture montrent ce vide qui s'est créé dans la société entre les gens qui ont besoin de manger tous les jours et ceux qui produisent la nourriture. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça. Juste sur le 1%, alors il y a deux manières de voir la transformation du monde. La version française, on fait la révolution, on coupe les têtes et après ça va beaucoup mieux. Et la version anglaise, on y va graduellement. Alors le Shift Project, on a pris une version plus anglaise des propositions qu'on fait. Donc en fait, on a toujours des propositions incrémentales. C'est pas parce qu'on sait qu'elles sont suffisantes, c'est parce qu'on sait qu'elles ont beaucoup plus de chances d'être audibles si elles sont incrémentales que si elles sont totalement révolutionnaires. Je suis bien d'accord avec vous qu'à terme, le besoin en formation est plus important que ça. Mais comme ce pourcent, il est déjà pas là,
Voilà. Après, je vais en profiter pour m'adresser à tous les élus dans la salle. Vous avez tous un problème qui est le fonctionnement en silo. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'un problème qui est un problème transversal, multidisciplinaire. Du reste, ça a été évoqué par Valérie. Et c'est nécessaire qu'il soit pluridisciplinaire. On voit bien qu'on ne peut pas l'approcher avec une seule facette. Et les collectivités locales, elles sont aujourd'hui, alors ça c'est à leur décharge, empêtrées dans des modes de fonctionnement qui sont par délégation verticale, et en plus en dialogue avec l'extérieur qui les empêche d'importer facilement de l'expertise à cause du Code des marchés publics, qui est le meilleur moyen de tuer l'innovation que je connaisse. Donc il y a un vrai sujet aussi de procédures qui sont adaptées à un monde stable et sans contrainte, qui deviennent des vrais boulets dans un monde qui est volatile, en rapide évolution, et qui nécessite d'avoir des entrées multiples. C'est un autre sujet. Alors bon, on ne s'est pas senti de taille au Shift Project à s'attaquer au Code des marchés publics, mais il faudrait. Juste, je rebondis sur ce que dit Jean-Marc, et j'invite chaleureusement les élus qui sont dans la salle peut-être à réagir sur ce 1%, et aussi à l'invitation qu'a faite Valérie Masson-Delmotte d'engager un dialogue entre les scientifiques et les élus, puisque voilà, c'est peut-être ce soir une occasion. Mais donc s'il y a des élus, eh bien voilà, là il y en a un, on va lui donner la parole. Bonsoir, je suis élu à Verrières-le-Buisson, donc je sors de mon silo, mais je vais pas parler des élus, sauf si on a des questions. Je voudrais parler de Terre et Cité, parce que plusieurs en font partie ici, et plusieurs ont demandé où y a-t-il un lieu de partage d'expériences et de connaissances. Donc, sous le contrôle de Emmanuel Vandamme, qui fait partie du Collège des agriculteurs, de Cyril Girardin, qui fait partie du Collège associatif, et sans doute d'autres personnes. Moi, je fais partie du Collège des élus. Donc, c'est une association qui a 20 ans, qui a été créée spécialement pour défendre les terres et les agriculteurs du plateau, et d'ailleurs depuis qu'elle a été créée, le nombre d'agriculteurs a doublé, donc c'est quand même pas inutile, et qui mène un très gros travail de relations entre les élus, les agriculteurs, le lieu de recherche et les associations. Donc c'est un mode hybride d'activité scientifique, militante et sociale, et donc n'hésitez pas à aller sur le site de Terre et Cité. C'était 1 minute de publicité. Merci. Bonsoir, Anne Pelletier-Le Barbier, je suis là tout en haut, donc maire de Bièvre, et juste pour répondre à la question, je suis également présidente de la commission locale de l'eau de la Bièvre, donc je suis là, je peux me lever. Et donc je voulais vous dire aussi que c'était une des instances où nous partageons avec à la fois des scientifiques, des membres d'associations, des représentants de l'État et des représentants d'élus, aussi où nous partageons différentes avancées. Là, actuellement, nous sommes en train de revoir le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE de la Bièvre. Et c'est un petit peu pour répondre aussi à la personne qui a posé la question de Bure-sur-Yvette sur les ruissellements du plateau de Saclay dans les vallées. Donc ce sont des outils aussi qui sont à notre disposition pour essayer de ralentir les différents problèmes que nous rencontrons et que nous allons d'autant plus rencontrer de par le réchauffement climatique. Donc je voulais quand même dire qu'il y a certaines instances où les élus sont présents et nous sommes accompagnés par différents spécialistes pour nous aider à tenter de prendre de bonnes décisions. Voilà, c'était le témoignage que je voulais apporter. Merci beaucoup. Et on a une réaction à propos de Terre et Cité aussi ici. Oui, bonjour. Donc, je suis Jean-Marc, un associatif des éco-jardins du plateau, de l'AMAP locale, etc. J'avais été passionné en son temps, dans les années 2015, par une brochure qu'avait publiée Terre et Cité sur 3 scénarios à propos du cycle de l'azote et du carbone. Et en fait, c'était 3 scénarios plus ou moins vertueux. Et alors, sur le document, il n'y avait pas aucune position, c'était tout à fait neutre. En fait, c'était pour préparer le plan d'aménagement du territoire dans le cadre de la loi du Grand Paris en 2016, la zone de protection naturelle, etc. Et moi, je me pose la question sur ce débat public qui reste souvent, où des structures comme Terre et Cité, justement, qui regroupent plein de personnes, ne prennent pas position, laissent effectivement le débat ouvert en l'air. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné. C'est vrai que
C'était très approfondi, c'était suite à un travail scientifique de personnes du CNRS qui s'appelle « Vision prospective de l'agriculture sur le plateau de Saclay ». Et aussi, là, ça implique véritablement non seulement le carbone, mais aussi l'azote et donc d'autres éléments, comme aussi la biodiversité, sont des éléments à toujours penser à associer parce que c'est aussi un tout, voilà, et des cercles vertueux, nous associatifs, donc on essaye de planter quelques arbres fruitiers, de mobiliser aussi dans nos villes, mais il y a une frilosité générale des responsables politiques, des élus, nous par exemple à Palaiseau ou ailleurs, eh bien on se bataille. Donc en tout cas, voilà, moi je suis dans le mouvement des villes en transition à la base et on essaie de faire tout ce qu'on peut là où on est. Et c'est pas facile. C'est dur de mettre en pratique, c'est ça. Voilà. Oui. Voilà, c'était un témoignage. En tout cas, merci. Bonjour à tous, Pierre Bott, agriculteur à Saclay, élu à Saclay, mais petit élu conseiller, voilà, et aussi élu agricole. Juste deux, trois réactions déjà par rapport à ce que j'ai pu entendre. Bon, déjà, j'ai trouvé offensant qu'on identifie le plateau de Saclay comme le prolongement de la Beauce, parce que d'un point de vue géologique, on a des sols très différents, mais ça, c'est juste un petit sujet d'introduction et une petite boutade. Non, j'ai entendu parler de différents sujets autour de ce débat-là. Je venais écouter parce que je ne suis pas sachant, moi je suis technicien, moi j'applique. Voilà, j'essaie de bien le faire. Je ne suis pas scientifique. Chacun son métier. Mais voilà, je voulais entendre parler de changement climatique. J'ai entendu parler de différents sujets. J'ai entendu parler de changement climatique, j'ai parlé d'alimentation et j'ai entendu parler d'agriculture. Et en fait, j'ai pas forcément trouvé la couture entre tout ça dans les échanges qui a pu y avoir lieu. Et c'est vraiment l'enjeu du territoire, je pense, aujourd'hui, demain, de penser le système alimentaire, agricole, alimentaire et climatique pour demain. Alors, peut-être pas à l'échelle du territoire, je pense que ce n'est pas l'échelle la plus pertinente pour le monde agricole, mais pour l'échange de denrées alimentaires et la question des flux, mais sur la mutation, puisqu'en fait, je rejoins tout à fait ce que disait M. Jancovici sur la difficulté de tous les transports qu'on n'aura plus demain. Mais on aura d'autres modes de transport, on n'aura pas que des camions, mais on a aussi des trucs qui marchent très mal en France, on en parle beaucoup, mais le fret ferroviaire, le fret maritime, etc., il y a un certain nombre de denrées agricoles qui peuvent être transportées par ces systèmes-là, mais parce qu'on est franco-français et qu'on met des difficultés dans tout ça, on les rend plus difficiles. Historiquement, Paris n'était pas autosuffisant il y a un siècle déjà en produits agricoles, mais il avait concentré autour de lui tous les produits frais, toute la ceinture maraîchère. Et suite à la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà l'urbanisation qui a fait disparaître ça. Aujourd'hui, c'est comment on reconvertit le système agricole francilien pour réalimenter l'Île-de-France sur des produits frais et qu'on externalise un certain nombre de denrées qui peuvent être semi-périssables, qui peuvent être transportées par des modes de circulation douce. Voilà, c'est les vrais enjeux de la mutation agricole, je pense, de nos territoires. Juste pour la petite anecdote, moi je viens de la plaine de Versailles et on a un chemin qui s'appelle le chemin aux bœufs parce qu'en fait à l'époque les animaux venaient vivants de l'ouest de la France aux abattoirs de la Villette et ils venaient à pied. Ces animaux-là, ils n'étaient pas transportés par camion ni par rien, mais ils n'étaient déjà pas produits en Île-de-France. Et aujourd'hui, l'agriculture francilienne va falloir qu'elle produise les denrées alimentaires qui ne pourront pas être transportées pour l'Île-de-France, mais un certain nombre d'autres denrées agricoles vont être produits qui pourraient être transportés autrement que par camion ou par des systèmes très carbonés qui existent aujourd'hui. Voilà, pour ce que je peux essayer d'en dire en tant qu'agriculteur. Merci. Je voudrais dire un mot. Pardon, je voudrais dire un mot. Bonjour. Je me permets juste de compléter la question éventuellement. Hop, je suis ici, moi. Hop, bonjour. Et je complète parce que ma question était dans le même sens. En Ile-de-France, il y a beaucoup de terres agricoles, donc effectivement, qui ont tendance à disparaître. Je suis adhérent d'un jardin de cocagne de Limon à Voilan qui, sur 5 hectares, nourrit 500 familles dans la région. Et je me pose la question par rapport à ces centaines d'hectares de terres céréalières, maïs, etc. Je ne sais pas si l'ensemble de ces céréales alimentent juste Paris ou retournent en France, en Europe ou même sont exportées dans le reste du monde. Et pourquoi on ne convertit pas plus de ces terres pour faire du maraîchage? Donc ça rejoint vraiment cette question-là. Et ça créerait de l'emploi, en plus de l'emploi local, de l'agriculture locale, bio, etc.
Oui. Juste pour permettre de compléter, parce que tout à l'heure, Emmanuel Vandamme a parlé d'emploi. Effectivement, toutes ces productions-là sont des productions riches en emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas l'offre, la problématique d'emploi, c'est la ressource. On n'a personne en face pour faire le boulot. Aujourd'hui, nous, on a créé 15 emplois sur l'exploitation. On a des grosses difficultés à recruter. En 15 ans, on a créé 15 emplois. Donc le modèle, on sait qu'il fonctionne, mais on n'a pas les bras en face pour le faire. La question, c'est éventuellement également la formation et tout ça. Et la question, c'est que c'est aussi une agriculture riche en matières grises, parce qu'on est nourri de tous les scientifiques qu'il y a autour de nous, et qu'on a besoin à la fois de bras, mais aussi de cerveau. Ce n'est pas juste de la main-d'œuvre non qualifiée, c'est aussi des compétences. Voilà. Ok, alors moi je veux bien dire quelque chose, si c'est possible. Donc, je voudrais juste essayer un peu de recentrer, parce que quand je me tourne, je vois plateau de Saclay face au dérèglement climatique. Et j'ai l'impression qu'on passe un petit peu à côté. Enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais qu'on recentre un peu le débat sur cette question du changement climatique et du plateau de Saclay. Et je me demandais s'il y avait peut-être quelqu'un qui voudrait poser une question sur le rôle de la végétation dans le changement climatique, et si une scientifique ou un scientifique qui était là pourrait répondre, pour essayer au moins d'aborder cette question aujourd'hui, puisque la disparition des terres agricoles, de toute façon, c'est pas une bonne idée. Mais là, en plus, on a ce défi du changement climatique. Donc, voilà. Peut-être, monsieur ? Moi, je suis étudiant ici à l'École normale supérieure. Et donc, je viens de campagne, je viens de Vendée. Donc, on arrive ici sur un plateau et la chose qu'on constate, c'est voilà, on rigole souvent avec mes amis. Oh, tiens, il y a une nouvelle grue. Une nouvelle ? Une nouvelle grue pour construire les bâtiments. Et donc, déjà, on se pose la question. L'École normale supérieure, elle existait déjà dans un autre lieu. Il y avait déjà un bâtiment. Ça a été soulevé tout à l'heure. On se pose la question pourquoi est-ce que ce bâtiment n'a pas été rénové ? Parce qu'on entend souvent que c'est bien plus avantageux de rénover un bâtiment. Donc peut-être que des politiques pourront me dire pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas. Et justement, vis-à-vis des bâtiments qui sont construits aujourd'hui, est-ce qu'il, par exemple, quand on voit l'école normale supérieure, le soir, si on passe devant, c'est un château de lumière. Et on se pose la question, pourquoi, justement, vis-à-vis du dérèglement climatique, est-ce que les politiques interagissent avec les écoles en leur demandant, est-ce que vous pouvez essayer, par exemple, de réduire votre consommation carbone ? Est-ce que les bâtiments qui sont construits, on essaye de les construire en essayant vraiment de diminuer au maximum l'empreinte carbone. Qu'est-ce qui se fait ? Et quand on est étudiant, je vois dans mon école, on sollicite très peu les étudiants, alors que vraiment, c'est les acteurs, c'est notre futur. Et justement, qu'il y ait plus d'interaction, ça pourrait être, je pense, vraiment intéressant. Et donc voilà, il y a cette question vis-à-vis des bâtiments, notamment. Une réponse ? Plusieurs. Plusieurs réponses. Formation des élus. Ça ne coûte pas forcément... je me représente ? Oui. D'accord. David Sossol, assistant parlementaire de Cédric Villani, élu à Orsay, maire adjoint. Ça ne coûte pas forcément cher. La question, c'est la volonté. Et chaque commune a son propre plan de formation. Souvent, les élus peuvent demander à titre personnel des formations sur les sujets sur lesquels ils ont délégation. Il n'y a pas une obligation, maintenant il y a une obligation de formation, mais il n'y a pas une obligation de se former au changement climatique, et c'est bien dommage. Ça devrait être le sujet majeur. Jean-Marc, tu sais ce que j'en pense à ce sujet. Sur la question des bâtiments qui viennent d'être soulevés, j'ai participé à plusieurs, pas concours d'architectes parce que je ne suis pas architecte, mais commissions où on étudie les dossiers d'architectes qui viennent présenter à nous tel ou tel bâtiment. La réaction au cours des quelques années qui viennent de se passer, et j'ai vu 3-4 sujets, à chaque fois on a posé la même question, c'est d'où sortent les cahiers des charges. Parce que dans le cahier des charges, à part éventuellement
le traitement de l'eau, quand on voit ce qui sort aujourd'hui, c'est du béton et du verre. Il n'y a pas plus énergivore que ce qu'on fait aujourd'hui sur le plateau de Saclay. Il y a quelques bâtiments en ossature bois, on les aperçoit, en ce moment ils sont en train de pousser, mais la plupart du temps c'est du béton et du verre. C'est juste, excusez-moi, mais c'est l'État. C'est pas les collectivités qui choisissent, c'est juste l'État, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, qui est à la manœuvre sur cette affaire, et je ne sais pas qui peut les faire plier à part tout en haut. Voilà, j'ai un doute. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne a priori. Et il y a Cyril qui veut parler. Merci David, Cyril Girardin. J'ajoute juste un point dans ce sens-là. Quand vous sortirez du bâtiment tout à l'heure, vous regarderez la magnifique esplanade à droite qui est encadrée par les noms d'Eiffel et de Bouygues. Vous verrez exactement ce qu'il ne faut pas faire en termes d'îlots de chaleur. Aujourd'hui, on a des scientifiques qui travaillent sur les îlots de chaleur en ville. On est ici dans ce qu'on nous a vendu comme un campus du 21e siècle. Il y a une place qui n'a pas 3 ans, à mon avis, et qui est couverte de dalles, de ciment, de béton, etc. Et c'est bien parce que pour les scientifiques qui travaillent sur les îlots de chaleur, on a du boulot pour 20 ans. Il n'y a pas de problème. Et je reprends juste sur pourquoi on ne fait pas du maraîchage sur les terres céréalières. Moi, j'y connais rien en agriculture. Je suis pas... Mais peut-être que la question aussi, c'est la nature du sol. Peut-être qu'on ne peut pas faire... Je n'affirme rien, je tends une perche et je vois Emmanuel Vandamme qui se secoue la tête. Il n'a qu'à prendre la parole pour nous expliquer que c'est possible et je serais très heureux de l'entendre parler. Mais c'est juste une hypothèse. Ça donne l'occasion de répondre à cette grossière erreur que je viens de commettre. Ouais, c'est un peu effarant, je suis désolé. Bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que ce n'est pas le lieu ce soir. Juste, les terres du plateau de Saclay, on l'a dit, sont des terres extrêmement fertiles. Donc, bien évidemment, les légumes peuvent y pousser. Je l'ai dit tout à l'heure, pour faire, pousser un hectare de blé, c'est 5 heures de travail. En agriculture conventionnelle, c'est 5 heures de travail par an. Pierre, tu me corrigeras si ça a un peu changé, parce que moi, je suis en bio maintenant, c'est un peu plus. Pour faire des légumes, je ne pourrais pas répondre, mais Pierre pourra vous répondre. C'est énormément de main-d'œuvre qu'on ne trouve plus, puisque plus personne veut venir travailler à la ferme. Donc, on emploie des gens qui viennent de l'étranger. Et on ne trouve pas de successeurs non plus. Nous allons arrêter dans 5 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'on se pose la question de la succession sur la ferme. On a un projet de succession, on a un projet de céder notre ferme à un groupe d'agriculteurs, mais on ne trouve pas de candidat. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Pendant des décennies, on a formé des ingénieurs, c'est très bien. On a formé des commerciaux, c'est très bien. On a laissé tomber le tertiaire. Et aujourd'hui, et sans se poser une seule fois la question de comment on mangerait demain, quoi. Sans agriculteurs, on ne mangera pas, quoi. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur cette question que vous aviez posée là, sur la végétalisation. On avait fait un travail sur les terres de Gonesse avec le Muséum national d'histoire naturelle, de telle façon à estimer quel type de couverture végétale profiterait le plus à ce territoire en termes d'adaptation au changement climatique. Et il est bien évident que le projet qui était à l'époque soutenu, c'est-à-dire EuropaCity, qui revendiquait de faire tout correctement par rapport à l'environnement, eh bien, couvrait son toit d'une surface végétalisée avec une profondeur en terre de 30 cm, et ça n'avait rien à voir du point de vue des services écosystémiques, c'est-à-dire la perméabilité des terres, la possibilité de l'agriculture, etc., la biodiversité, et j'en passe, par rapport au fait de laisser en pleine terre. Donc je me demandais si sur le plateau de Saclay, il y avait eu ce comparatif
entre cet avenir urbanisé, artificialisé de ces terres et, du point de vue des services écosystémiques, un présent ou un passé plus agricole. C'est une question que je me suis posée. Ok. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Nathalie Blanc? On va devoir maintenant Bonsoir. conclure. Oui. Je ne peux pas répondre, mais j'aimerais bien juste continuer la question. En fait, depuis le début de la soirée, on oppose les terres urbanisées aux terres agricoles. Donc j'ai bien entendu qu'on ne pouvait pas produire les mêmes quantités sur des espaces qui étaient plus réduits, mais tout à l'heure, un monsieur a demandé si on ne pouvait pas produire en fait, dans nos potagers. J'ai bien compris que ce n'était pas suffisant. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de repenser cette opposition qu'on a entre zone urbaine et zone agricole et essayer de faire des terres un peu plus hybrides et des terres qui pourraient avoir des capacités de production, mais les personnes habiteraient à proximité ou même dans ces endroits-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pensé ou qui est possible. Oui, juste en aparté, c'est ce qui s'est fait à Moscou à la chute de l'Union soviétique. Ça leur a permis de tenir. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont tous mis à cultiver dans la ville. Ça a créé une certaine autonomie. Ça a permis aux gens de manger au moins. Merci. Est-ce qu'on y va là? Je vais faire une réponse rapide là-dessus. Et ça rebondit aussi sur une remarque qu'a fait Valérie tout à l'heure. À Marne-la-Vallée, quand on a construit Marne-la-Vallée, Marne-la-Vallée a été conçue pour pouvoir loger 100 000 personnes et accueillir 100 000 emplois. Il se trouve que la distance domicile-travail des gens qui habitent à Marne-la-Vallée aujourd'hui est rigoureusement la même que la distance domicile-travail de tous les autres franciliens qui habitent à la même distance du centre de Paris. Donc en fait, malheureusement, mettre la ville à la campagne, là, ce que vous proposez, c'est pas encore suffisant dans un monde dans lequel tout le monde a un univers de choix très important qui lui est amené par la mobilité motorisée. Si vous êtes, il y en a quelques-uns dans cette salle, chercheurs en dynamique de l'atmosphère au hasard, et que vous habitez je sais pas où, si un jour vous changez d'emploi, vous allez chercher un autre emploi de chercheur en dynamique de l'atmosphère et pas un truc qui est juste à 500 mètres de chez vous. Comme ça que ça. Donc en fait, la spécialisation des emplois qu'on a créés dans le tertiaire aujourd'hui et la facilité à se déplacer créent des univers de choix pour les gens qui font que c'est très très difficile d'envisager à brève échéance de relocaliser les gens près de leur domicile de façon large. Je dis bien de façon large. Alors ça peut être fait de manière graduelle. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout une politique qui est menée, hein. Mais c'est compliqué de faire ça de façon, j'ai envie de dire, instantanée. Merci. Donc on va devoir bientôt conclure et je voudrais demander aux trois intervenants qui sont autour de moi leur poser une question. Y a-t-il des solutions à tous les problèmes qu'on vient de poser sur le plateau de Saclay? Est-ce qu'il y a une mobilisation, une structuration en réseau? Qu'est-ce que vous voyez pour... donc on a fait un constat quand même assez difficile, mais il y a peut-être des moyens d'en sortir, ou en tout cas faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Peut-être je me tourne d'abord vers Nathalie Blanc, dans nos conversations précédentes, un changement d'échelle peut-être de la mobilisation? Oui, c'est vrai que j'ai parlé aux gens avec qui je travaille dans les autres territoires et qui se mobilisent pour créer ces pôles territoriaux de coopération économique. Je leur ai dit, sur le plateau de Saclay, ils se posent des questions par rapport au devenir de ces terres agricoles. Alors, une des réponses qui m'a été faite, c'est qu'il faut qu'ils changent d'échelle. Il faut qu'ils se mettent en réseau avec d'autres territoires sur ces questions alimentaires, de telle façon à, d'une certaine manière, proposer un projet. Puisque ces personnes auxquelles je m'adressais parlaient de sécurité sociale de l'alimentation, et ils ont à cœur ce projet-là, proposer un projet qui, d'une certaine manière, finalise la préservation de ces territoires agricoles en dehors de cette question de l'adaptation au changement climatique de façon locale ou du risque d'inondation, etc. Donc, un projet qui met en réseau des mobilisations du territoire avec d'autres acteurs hors de ce territoire ou un peu plus lointain
éventuellement, notamment en lien avec des problématiques sociales et d'accès à l'alimentation pour tous. Voilà la réponse qui m'avait été faite. Ok, merci Nathalie. Jean-Marc, Jancovici, Fabienne, est-ce que vous avez des idées? Allez, il faut, là, maintenant c'est la fin, il faut dire des trucs. Des idées, je ne sais pas. Je vais vous proposer une espèce de formalisation de la difficulté que je vois sur ce plateau. C'est qu'en fait, on est en plein milieu d'un conflit d'objectifs qui n'existait pas tant que le monde était très vaste. C'est-à-dire, tant que le monde est très vaste, il n'y a pas de conflit d'objectifs. Vous pouvez dans le même temps faire des nouveaux établissements pour grimper dans le classement de Shanghai et avoir encore plein de terres cultivables, et ce n'est pas un problème. Et par ailleurs, dans le monde très vaste et très infini dont on sort, on avait un climat stable et donc on n'avait pas à se soucier de sa modification. Maintenant, on va rentrer de plus en plus dans un monde qui va être volatile et où les conflits d'objectifs seront de plus en plus importants. Il y en a un qui a été évoqué tout à l'heure, le conflit d'objectifs entre l'indicateur économique et les indicateurs physiques. L'hectare de terre, il vaut rien sur le plan économique, par contre, il vaut beaucoup sur le plan physique. Et donc, on a des conflits d'objectifs, ça dépend de l'indicateur qu'on a envie de regarder. Et comme aujourd'hui, c'est l'indicateur monétaire qui gagne dans à peu près tous les cas de figure, eh bien, on a des choses qui semblent aberrantes aux gens qui se préoccupent, à tort ou à raison, d'indicateurs physiques. Donc là, d'où la recommandation qu'on avait faite là, du 1% de formation, etc. C'est aussi le changement de paradigme dans lequel il faut rentrer et comprendre que l'indicateur monétaire, c'est une convention parmi d'autres. Ce n'est pas nécessairement la plus adaptée pour aborder de front les problèmes qu'on a devant nous. Donc voilà, c'était ça. Donc il y a un énorme sujet de dialogue et puis il y a un sujet de savoir ce qu'on veut dans un monde dans lequel on peut plus tout avoir en même temps. Et donc il y a un exercice qu'il faut qu'on fasse tous, ce que j'appelle parfois la hiérarchie des renoncements, c'est-à-dire si on ne doit garder qu'un truc c'est quoi, puis un deuxième c'est quoi, puis un troisième c'est toi, etc. Parce qu'on pourra plus tout avoir, le monde est trop petit et on est trop nombreux et on a trop d'envie, donc à un moment il va falloir se mettre d'accord entre nous. Merci Jean-Marc. Justement, donc Fabienne Merola, vous faites partie de ce collectif qui s'appelle Urgence Saclay. Donc, est-ce que vous voyez des moyens de structurer, d'encore plus structurer, ce combat que vous menez, et puis d'élargir vos réseaux, je ne sais pas, est-ce que c'est le moment? Je pense que effectivement, ça fait des années qu'on plaide pour un recentrage en fait sur notre territoire à partir de l'existant pour essayer de recréer du lien. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait là, c'est un collage. On a créé quelque chose sur le plateau qui est complètement disjoint de ce qui existe autour. Et en particulier des terres agricoles qui sont à côté, mais aussi des vallées, des gens qui habitent les vallées. Moi, je discute avec des gens dans les vallées qui ne savent pas ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire qu'ils n'y passent pas et ils ne le voient pas. Donc, on a un travail à faire de création en fait, d'un vrai bassin de vie, de relocalisation, de se rapprocher en fait, de toutes les ressources dont on a besoin pour vivre localement. Et en même temps, on a une urgence. C'est-à-dire qu'en même temps, le désastre avance. Il y a un métro qui va être construit au milieu des champs. Il y a des villes comme Saclay qui prévoient de tripler leur population à brève échéance. Donc, les destructions de terres agricoles vont continuer et peut-être même s'accélérer. Donc, c'est à la fois un travail de création de communs et un travail de mobilisation et d'engagement pour arrêter ce désastre à tous les niveaux. Donc, ça peut impliquer tout le monde de différentes façons. Merci. Et donc, justement, là, dans l'idée de mettre en lien les scientifiques, les élus, les étudiants, je crois qu'il y a une réponse aux étudiants d'eux-mêmes. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, 2 réponses. Bonjour, merci. Et donc, merci à Jean-Marc, Nathalie et Fabienne, que je ne connais pas, mais je m'appelle Jérôme Michaud, j'habite à Orsay, et je voulais juste rebondir sur les 2 questions qui vous ont été posées par l'étudiant de Centrale Supélec sur qu'est-ce qu'il faut faire, et par celui de l'ENS qui disait « je ne comprends pas ». Et je ne comprends pas pourquoi les bâtiments sont éclairés, je ne comprends pas pourquoi on construit encore des bâtiments. Et ensuite rebondir sur la remarque de David Sossol qui disait
que, en fait, on fait du béton et du verre. Donc, premièrement, je pense que à vous, étudiants, qui allez mener des actions concrètes sur le monde qui nous attend, il faut faire des réponses d'encouragement déjà. Donc, le fait que vous soyez ici, c'est pour construire un nouveau paradigme. C'est un terme qui a été employé tout à l'heure. Et je dirais déjà une société plus sobre. Alors, plus sobre en camion, plus sobre en nourriture aussi. C'est-à-dire on ne peut pas manger en effet de la viande 5 fois par semaine. Ça ne sert à rien. Et plus sobre en vêtements et plus sobre en déplacement. Enfin, c'est un ensemble de sobriété. Et cette société, c'est à vous de l'exiger aujourd'hui auprès des élus, les étudiants. Et c'est à vous de la préparer. Si vous l'exigez cet après-midi, il faut commencer à la préparer demain matin. Et puis ensuite, pour la réponse à David Sossol, c'est qu'on est en France, et en France, il y a des groupes comme Saint-Gobain, comme Bouygues, comme Vinci, qui font du béton et qui font du verre. Et ils ne font pas du lamellé-collé, ils ne font pas ce que l'industrie autrichienne produit très très bien, c'est-à-dire des structures porteuses en bois et de la quincaillerie d'assemblage, ce qui fait qu'on peut faire des immeubles passifs de 8 étages. Donc, ce n'est pas impossible de faire des immeubles en structure bois, mais sauf qu'en France, on n'a pas cette matière première disponible et qu'on a surtout un groupe industriel qui produit jusqu'à satiété, comme les groupes de pétrole, jusqu'à satiété leur production et leurs matières premières. Donc je voulais juste donner un message d'encouragement pour tous les étudiants, c'est-à-dire il y a quelque chose à faire, mais il faut commencer, il ne faut pas attendre que les élus vous disent ce qu'il faut faire, il faut préparer cette société de sobriété. S'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà. Non, alors là normalement, on avait normalement terminé le débat. Donc... Non, c'est que c'est dans la suite de ce que monsieur vient de dire en tant qu'étudiante. Je trouve, je vais peut-être être un peu optimiste, mais on a l'occasion, on est face à un désastre écologique, mais on a l'occasion pour la suite de concentrer des étudiants qui viennent de différentes écoles, d'avoir AgroParisTech qui va arriver ici, donc avec des étudiants très sensibilisés à ces enjeux-là. C'est l'occasion, je pense, de travailler tous ensemble en multidisciplinaire, en fait, de casser justement les silos et pour placer l'environnement au cœur de notre politique. Et je pense que les étudiants en ont envie, en ont conscience et vont s'impliquer dans ce travail-là. Par contre, ma question, c'est plutôt, est-ce qu'on va les laisser parler? Parce qu'on entend souvent, c'est aux étudiants de construire leur projet, c'est aux étudiants de s'impliquer. On est motivé, on souhaite le faire. Là, dans ce malheur, on a l'occasion d'être tous ensemble et de pouvoir construire en fait notre vision, construire un projet commun avec une vision commune. Mais il faut qu'on nous écoute. Et pour avoir été élue étudiante dans mes écoles précédentes, c'est très compliqué d'être écoutée. On est les premiers concernés, mais on ne nous écoute pas forcément. Donc d'un côté, je suis optimiste dans le sens où ça va être l'occasion, mais en même temps, est-ce que c'est prévu de nous intégrer dans cette réflexion-là? Est-ce que c'est prévu de nous permettre un travail en commun inter-école, en fait? Ou est-ce qu'on va encore être juste des écoles en silo, les unes à côté des autres? Alors, justement... Oui. Une réponse que je veux très rapide. Alors, Jeanne Gérardi, enseignante-chercheuse à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, donc bientôt rattachée à Paris-Saclay, et impliquée dans une formation qui va voir le jour à la rentrée. C'est un DU, un diplôme universitaire qui s'appelle Agir pour le climat, qui vise justement à faire travailler ensemble l'ensemble de ces écoles, l'ensemble de ces universités sur des thématiques hyper appliquées en mode action pour le climat. Et voilà, c'est dans le cadre d'un objet interdisciplinaire, ces fameux trucs informes que Paris-Saclay a mis en place, parce qu'en tant qu'université dans le prestigieuse, etc., on met en place tout un tas de choses formidables, mais notamment cette formation qui a vraiment cet objectif de répondre à des besoins d'études exprimés par les étudiants et de mettre en place une collaboration formation inter-école, inter-universitaire sur l'interdisciplinarité comme vraiment manière de s'emparer de ce sujet hyper complexe.
Voilà. Bon, super. Donc là, merci. On va vraiment devoir conclure. Et c'est vraiment très bien de conclure sur cette intervention. Et pour la conclusion, je laisse la parole à Catherine Cocoré. Merci. Alors après tout ce qu'on a entendu, en fait, nous, on avait eu une demande quand on a commencé à organiser cette conférence. Et je me permets de tous vous remercier du fond du cœur d'être tous là. Et ça a été très intéressant. Et certains scientifiques nous ont dit, ouais, c'est super, mais encore une fois, on va se réunir, on va écouter des choses, puis on va rentrer à la maison, puis on fera comme d'habitude. Alors s'il y avait une suite, ce serait cool. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait aller plus loin. Et on vous invite, si vous voulez aller plus loin avec nous, alors aller plus loin, ça veut dire quoi d'abord ? Ça veut dire identifier et fédérer les initiatives qui existent sur le plateau. On a vu qu'il y en avait beaucoup. Il ne faut pas repartir constamment de zéro. Et puis organiser une convention citoyenne, on a mis là. Mais ça pourrait être une COP, peu importe. Réfléchir à comment justement on peut s'organiser et à quelle échelle pour aller plus loin. Et nous, on vous invite à scanner ce QR code. Et si vous êtes intéressé, vous nous dites que vous êtes intéressé pour recevoir de l'information, pour savoir ce qu'on peut faire après, pour savoir ce qui peut se passer, voire pour nous aider à organiser. Voilà. Vous aurez, si vous ne pouvez pas scanner ce QR code-là, ne vous inquiétez pas, il y en a plein à la sortie. Vous pourrez les scanner tranquillement en sortant. Merci encore, surtout à nos intervenants, c'était vraiment gentil. Merci à tous.